Donc, bonsoir à tous. Donc, bienvenue pour cette soirée développée côté client en 2013. Donc, je me présente, je suis Mathieu Parizeau, donc je suis développeur chez SOAT. Donc, je fais partie du pôle expertise Java. Donc, on a plusieurs pôles expertise. Donc, moi, mon domaine, c'est plutôt le Java. J'ai beau faire du Java, je fais beaucoup de sites web et donc beaucoup de JavaScript, notamment ces 2-3 dernières années. Et du coup, l'idée, c'est de faire un peu une soirée sur ce sujet-là pour les développeurs qui n'ont pas forcément toutes les billes pour faire du JavaScript. Alors, rentrer dans le vif du sujet, donc c'est une soirée en partenariat avec développer.com. Donc je ne sais pas trop comment vous êtes arrivé là, j'espère pas par hasard. Donc à la fin de la soirée, vous aurez un petit buffet, un petit apéro en fait avec des boissons, quelques trucs à grignoter après la soirée pour pouvoir discuter. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter aussi, ça sert à ça si vous avez d'autres questions. Et donc vous aurez un formulaire qui va vous être distribué à la fin de la soirée pour savoir voilà, comment vous êtes arrivé, comment vous avez trouvé la soirée, voilà, tout un tas de petites questions donc, qui font partie du partenariat avec Développer pour qu'on puisse avoir plus d'informations et puis améliorer les choses parce qu'on compte en faire plusieurs. Voilà. Donc un petit sondage avant de commencer. Combien d'entre vous font du JavaScript, sont développeurs JavaScript? Ah oui, quand même une bonne majorité. Et développeurs Java, ou se considèrent développeurs Java du moins. Autres, .NET ou... d'accord, quelques .NET. Alors, je ne sais pas si tout le monde a levé la main, je ne sais pas si on a d'autres langages, Python, Ruby. D'accord, on a quelques voilà. Donc plutôt front. Donc l'idée de la soirée en fait, c'est de faire un peu une compilation de toutes les nouvelles choses qui sont arrivées côté développement front ces quelques dernières années. Alors du coup ça va pas forcément être la liste de courses ultime. L'idée c'est de vous donner quelques billes. Voilà, donc on va avoir un certain nombre de frameworks, un certain nombre de bonnes pratiques, un certain nombre de choses qui sont plus ou moins intéressantes selon les projets sur lesquels vous travaillez. Donc l'objectif c'est vraiment de vous donner des idées, pas forcément que vous implémentiez tout sur vos projets dès la semaine prochaine, mais que si jamais vous rencontrez certaines problématiques, vous ayez plus de billes en fait pour trouver des solutions plus efficaces et pour améliorer vos projets au fil de l'eau quand ils arrivent. Voilà. Donc c'est pas forcément une formule magique. Ça va durer environ 1 heure, 1 heure et demie, selon si je parle très très vite ou pas, s'il y a beaucoup de questions ou pas. Voilà. Alors pourquoi ce genre de talk? Donc on a des architectures qui sont très orientées client-serveur, surtout ces dernières années. Donc la théorie en fait c'est qu'on a un découpage en couches. Donc on a une couche, on va avoir une couche DAO qui va gérer les données, une couche métier qui va faire tout ce qui est traitement métier, vérification, voilà, tout ce qui est vraiment le code métier, et puis une couche vue qui va se charger de l'affichage. Donc ça, voilà, ça c'est la théorie. La plupart des gens travaillent comme ça, la plupart des projets travaillent comme ça. En tout cas, voilà, comme je dis, c'est la théorie. Dans la réalité, moi, un projet pur entier découpé vraiment en 3 couches parfaites qui sont complètement isolées les unes des autres, j'en ai jamais vu. Donc si vous en avez vu, si vos projets sont comme ça, vous avez vraiment beaucoup de chance. Moi personnellement, j'ai dû travailler sur une dizaine de projets et de gros projets. J'ai jamais eu cette qualité de séparation. C'est vraiment un objectif que les équipes se fixent, mais c'est un objectif qui est rarement atteint à 100%. Du coup, il y a une architecture qui émerge de plus en plus ces dernières années, qu'on appelle le WA, la Web Oriented Architecture, qui est basée en fait sur des systèmes de services. Donc l'idée, c'est de complètement séparer la vue, et en fait, on va avoir du code côté serveur qui va exposer des services, et donc on va avoir du code côté client, donc en pur HTML, JavaScript, CSS, qui vont consommer ces services en JSON. Donc souvent des services REST, la plupart du temps, d'ailleurs quasiment tout le temps. Et du coup, on va vraiment avoir un découpage vraiment clair entre, à minima, la partie service métier et la partie vue. Donc ça permet vraiment là de séparer parce qu'il s'agit vraiment de 2 projets potentiellement différents. Et surtout, il va s'agir de potentiellement plusieurs projets vus qui vont interroger les mêmes services. Vous allez souvent avoir les mêmes services qui vont servir les données pour un site web, potentiellement aussi pour un site web mobile s'il est différent, pour une application Android, pour une application iPhone, pour une application Windows Phone, etc., etc. Avec la multiplication des plateformes, c'est vraiment une grosse problématique au niveau de l'entreprise aujourd'hui. Donc un site web, comment ça marche? Je pense que je ne vais pas apprendre grand-chose à grand monde aujourd'hui. C'est une structure, le code HTML, du style, les CSS et le traitement, le JavaScript. Et donc, et puis des ressources, voilà, les images, les icônes, tout ce que vous pouvez avoir autour, qui vont permettre de faire de l'affichage. Donc voilà, ça c'est comment est constitué un site web. Donc aujourd'hui, on va surtout s'attaquer en fait un tout petit peu au CSS et principalement au JavaScript, donc la partie traitement. C'est la partie qui est vraiment compliquée à maintenir et à faire évoluer de manière pérenne dans un projet, surtout quand ce projet-là commence à prendre de l'ampleur. Tant que vous avez un site web qui fait 2 ou 3 pages, tout se passe bien. Commencez à atteindre une dizaine, vingtaine de pages, les choses commencent à se compliquer. Puis quand vous avez des gros sites institutionnels avec
avec des centaines de pages, des choses qui évoluent constamment, ça devient très très compliqué à maintenir. Donc maintenant, il y a des outils qui arrivent. Donc première partie, donc le CSS, donc Cascading Style Sheet. Donc le CSS, c'est un langage qui est assez sympa, mais quand même très limité. Si vous en avez fait, vous avez dû vous rendre compte, on n'a pas de variables notamment, donc ça nous oblige à réutiliser souvent les mêmes codes. Du coup, quand vous avez un code couleur, il faut le dupliquer à l'infini. Enfin, vous réutilisez beaucoup de code. Il n'y a pas de valeur prédéfinie. Il y a beaucoup de valeurs prédéfinies, mais c'est assez compliqué en fait à maîtriser. Donc vous avez de l'héritage en cascade. Donc si jamais vous avez déjà essayé de faire des choses avec des sélecteurs assez compliqués, ça peut vite devenir un gros casse-tête. Vous avez toutes les déclarations sont à plat, donc vous allez avoir des fichiers CSS qui font des kilomètres de long. Et puis, soit vous découpez tout en fichiers, et puis après, du coup, ça vous oblige à exposer plein de ressources. Donc, vous ralentissez potentiellement votre site, ou alors il vous faut des process qui agrègent ces fichiers-là. Globalement, c'est assez compliqué à maintenir des fichiers CSS. Moi, j'ai vu des fichiers CSS qui faisaient plusieurs milliers de lignes, et pour retrouver le sélecteur qui va bien pour modifier un style, c'est pas forcément trivial. La surcharge des sélecteurs. Vous vous retrouvez souvent dans des cas aussi où vous voulez changer la couleur d'un paragraphe ou d'un div précis et il vous faut un certain temps pour trouver le sélecteur adéquat pour pouvoir surcharger les 10 sélecteurs avant qui sont donc liés à l'héritage en cascade, savoir comment faire en sorte que ce div-là prenne une propriété précise et pas celle de son parent ou du parent du parent du parent du parent. Donc il y a des systèmes de déterminisme comme ça qui permettent de savoir qui a la prédominance sur quel sélecteur a la prédominance sur un autre. C'est des choses qui, quand on est débutant en CSS, qui ne sont pas triviaux et qui sont assez difficiles à comprendre. Un des problèmes principaux, moi le premier problème que j'ai rencontré en CSS, c'est un problème qui est très simple, c'est que chaque navigateur a des styles de base qui sont différents les uns des autres. Alors ils se ressemblent beaucoup, mais ils sont différents. Un truc bête, vous faites votre site, vous le développez dans Chrome, tout se passe bien, vous avez des alignements pour votre menu aux petits oignons, le menu est aligné au pixel près, et vous passez ça sous Firefox, et là, tout votre site, en fait, part en cacahuète, parce que tous les menus sont alignés, certains menus vont passer à la ligne, parce que sous Firefox, moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé, la police est légèrement plus grosse. Elle est un petit peu différente, et du coup, votre site qui est aligné au pixel près, il n'a plus tout à fait les mêmes alignements, il ne va pas avoir les mêmes marges, il ne va pas avoir les mêmes polices, et du coup, ça va vous poser des problèmes. Donc du coup, il faut reprendre et puis vous vous rabattez à aligner au pixel près et puis du coup, vous repassez sous Chrome et là, c'est de nouveau cassé et du coup, ça peut poser problème. Donc l'idée, c'est que ce qui s'appelle un reset CSS, c'est un petit bout de CSS en fait que vous allez inclure dans votre site et qui va vous permettre d'avoir un rendu de base qui est identique sur tous les navigateurs. Du coup, vous allez partir avec des styles qui sont neutres et qui sont complètement agnostiques du navigateur. Du coup, vous allez avoir les mêmes tailles de police, les mêmes marges, les mêmes tout ce que fait le navigateur par défaut en fait est remis à plat sur un style qui est commun à tous et qui est normalement celui du standard. Donc il y en a pas mal qui sont disponibles. Moi généralement j'utilise celui d'EricMeyer qui est assez connu. Il y en a un autre qui s'appelle HTML5 Reset qui est assez connu. Globalement après j'ai pas de préconisation particulière. Faites juste gaffe que le Reset CSS implémente bien les nouvelles balises HTML5 parce qu'il y en a plein qui circulent sur le net, mais ils ne sont pas forcément tous bien maintenus. Donc regardez s'il a été mis à jour dernièrement et si jamais il y a les toutes dernières balises, notamment vidéo, sections, etc. qui sont bien dedans. Ça montre qu'au moins le fichier est bien maintenu et puis si jamais votre site vous utilisez des trucs qui sont un peu plus modernes, vous n'aurez pas trop de soucis. Voilà, donc ça c'est le premier point sur les CSS. Alors après, ça c'est bien joli, mais nous ce qu'on veut faire c'est quand même des sites assez jolis. Et moi en tant que développeur Java, je suis confronté à un gros problème, c'est que je suis pas très bon en alignement, je suis pas très bon en design, et encore, je m'estime plutôt meilleur que la moyenne au vu de ce que j'ai pu côtoyer. J'ai eu de nombreux projets en fait où les gens étaient incapables d'aligner des champs, d'avoir des champs de longueur homogène, ce genre de choses. C'est des choses qui font vraiment pas propre sur un site et qui pour beaucoup de gens, en fait, ne sont pas forcément, en tout cas pour beaucoup de développeurs, ne sont pas forcément importants. C'est un cas que j'ai vraiment rencontré souvent. Et que du coup, les développeurs n'ont pas envie de faire beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, et je peux le comprendre parce que faire un site propre en CSS, quand on ne connaît pas forcément bien le langage, c'est pas trivial. Donc pour ça, pour vous aider à faire ça, vous allez avoir ce qu'on appelle les frameworks CSS. Donc là, en fait, ça va être un framework CSS qui va vous mettre un style de base et qui va vous faciliter la mise en page d'un site. Vous allez arriver avec quelque chose qui est naturellement propre. Souvent, ils vont avoir une mise en page qui est déjà responsive web design. Pour ceux qui veulent faire des sites qui s'adaptent, c'est quand même pas mal. Ils vont aussi amener des plugins JavaScript, donc ils vont arriver le plus souvent avec du jQuery, potentiellement de l'underscore, quelques composants, donc style DatPicker, des choses comme ça, qui vous permettent de faire un site web propre, avec des composants propres.
en fait, sans avoir besoin de chercher quel est le meilleur composant, quel style mettre pour que j'ai un bon alignement avec des grilles, des choses comme ça. Donc l'exemple le plus connu, c'est Twitter Bootstrap. Je ne sais pas si des gens l'utilisent dans la salle. Qui utilise Twitter Bootstrap? Ah ouais, une bonne moitié. C'est cool d'avoir des publics JavaScript. La dernière fois, je l'ai joué face à un public Java, personne ne connaissait. En fait, Twitter Bootstrap, c'est quelque chose qui a été mis en place par Twitter, qui est utilisé par le site de Twitter d'ailleurs, il me semble, qui maintenant est complètement autonome. C'est un projet sur GitHub qui est complètement détaché de Twitter, qui s'appelle d'ailleurs maintenant Bootstrap tout court, qui permet de faire des choses assez sympas très rapidement. Il est où Twitter Bootstrap? Il est là. Donc là, c'est le site de Twitter Bootstrap. Il est fait en Twitter Bootstrap, tant qu'à faire. Donc voilà, ils vont vous donner un certain nombre de CSS de base. Hop là. Donc vous allez avoir tout ce qui est typographie, donc les titres qui sont automatiquement bien positionnés à la bonne taille. Vous allez avoir tout un tas de choses, notamment si vous voulez mettre du code, les emphases qui sont faites, voilà, tout un tas de styles. Donc ça, c'est les styles de base. Mais ce qui est quand même beaucoup plus intéressant dans Twitter Bootstrap, c'est à la fois, vous avez les composants qui vont permettre d'avoir, donc là vous avez des menus déroulants qui sont mis par défaut. Donc là vous avez des menus comme ça, vous avez des balises, voilà, vous avez tout un tas de choses. Donc vous pouvez faire des menus, c'est extrêmement simple. Voilà, le code pour faire un menu, c'est des ULLI tout simplement, et vous avez ce type de menus qui sont automatiquement bien stylés pour vous. C'est quand même assez classe quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire des CSS. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils vont vous fournir une grille. Donc par défaut, c'est construit sur une grille responsive de 12 colonnes. Donc en fait, vous allez pouvoir avoir des systèmes de grilles de ce type-là, où vous allez pouvoir dire, je veux 12 colonnes, ou je veux 2 colonnes, puis 3 colonnes, puis 4 colonnes. Et quand vous redimensionnez votre navigateur, les colonnes se réagencent automatiquement en allant à la ligne, et du coup, vous avez un rendu qui est toujours propre. Et donc, si vous avez fait un peu de CSS, faire ça à la main, c'est quand même assez galère, surtout pour que ça marche sur tous les navigateurs. Le faire sur un navigateur, ça va, c'est quand on commence à vouloir en supporter plusieurs, notamment les anciens IE. Donc je ne sais plus s'il marche sous IE6, il me semble que j'avais eu des problèmes avec IE6, mais ça marche quand même assez loin dans le temps, donc c'est assez sympathique. Et du coup, en quelques minutes, vous allez avoir un site qui est propre, aligné, avec un système de grille, et vous pouvez démarrer et faire vraiment ce qui a de la valeur ajoutée potentiellement pour votre projet, qui va être le code métier, plus que de faire de l'IHM le plus souvent en fait. Hop là. Après, si vous voulez aller encore plus loin, il y a ce qu'on appelle les surcouches CSS ou les préprocesseurs CSS. Donc là, l'idée, c'est de carrément dire, bon, CSS, c'est bien mignon, mais moi, j'ai besoin de quelque chose de plus puissant pour développer. Je commence à avoir beaucoup trop de CSS dans mon code, dans mon projet. Et du coup, il me faut quelque chose de plus puissant pour m'en sortir. Sinon, là, maintenant, ça va devenir inutilisable. Donc l'idée, c'est de coder dans un langage qui est différent, mais qui est quand même très proche, et ensuite compiler ce langage-là vers du CSS, parce que le navigateur, lui, ne comprend que le CSS, forcément. Donc des exemples les plus courants, c'est less, SAS et Compass. Notamment Twitter Bootstrap, Bootstrap repose sur less. Alors vous n'êtes pas obligé de faire du less dans Bootstrap, vous pouvez faire du CSS classique. Mais du coup, Bootstrap lui-même a des CSS assez compliqués. Ils ont tout fait en less pour que ce soit beaucoup plus facile à maintenir. Voilà. Donc un petit exemple de ce que ça peut donner. Là, vous avez un exemple en less. Donc on déclare une variable qui s'appelle bgcolor avec la valeur. Ensuite, on déclare un bloc header qui va contenir à la fois un titre H1 et un paragraphe. Et ce paragraphe contient aussi un lien, et du coup, ça va nous faire notre hiérarchie. Tout à l'heure, on parlait d'héritage en cascade, etc. Là, c'est évident comment se situe l'héritage, en fait. Vous allez donc pouvoir utiliser la variable. Ici, on voit la variable qui est ici, et vous allez pouvoir la réutiliser autant de fois que vous voulez. Et du coup, vous avez défini votre couleur de fond qu'une seule fois. Donc ça, c'est quand même appréciable. Et au final, quand vous compilez, ça va vous donner quelque chose comme ça, où il a tout remis à plat. Et du coup, vous vous retrouvez avec vos sélecteurs, avec la hiérarchie en ligne, et puis tout à plat, voilà, il a tout dépilé pour vous. Il va dupliquer toutes les colonnes. Vous pouvez faire des choses assez avancées avec des fonctions de remplacement. Voilà, vous pouvez vraiment faire des choses assez poussées, et surtout qui vont vous faciliter la maintenance de votre site si vous avez beaucoup de CSS. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur la partie CSS avant qu'on passe au JavaScript. Hop là. Alors, JavaScript. Alors, JavaScript, c'est un langage super puissant. Super compliqué en fait. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais c'est très très compliqué le JavaScript. Le gros inconvénient et son gros avantage aussi, c'est qu'il est super facile d'accès pour les débutants. Donc n'importe qui peut se mettre à faire du JavaScript, bidouiller dans son coin. Il y a 95% de chances que tout se passe bien. Le problème, c'est qu'il y a 100% de chances que tout se passe mal et qu'il ne le voie pas surtout. Parce que vous allez avoir beaucoup de problématiques, des choses qui sont assez bizarres, des bugs qui vous remontent bien plus tard, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment. Et du coup, vous allez souvent vous retrouver avec du code spaghetti, buggé, et qui est quasiment impossible à maintenir. Voilà, donc c'est un gros problème. Alors pourquoi tant de haine sur ce langage? Quelques petits exemples qui sont assez connus. L'égalité, donc 42 égale
42 entre une chaîne de caractères 42. Petit sondage, alors est-ce que tout le monde sait ce que ça fait? Qui vote que c'est vrai? Qui vote que c'est faux? Qui ne se prononce pas? N'ayez pas honte. Donc c'est vrai. Parce qu'en fait, sur le double égal, il ne vérifie pas le type. Donc il va automatiquement convertir, alors je ne sais plus dans quel sens il convertit, mais il va automatiquement les convertir et ça va passer. Donc pas de souci. Donc ça va bien si vous voulez juste checker la valeur. Par contre, si vous voulez quelque chose d'un peu plus puissant, ça va vous poser des gros problèmes. Donc du coup, si vous voulez que ça soit faux, en fait, il faut mettre ça, le triple égal. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends à 80% des équipes dans lesquelles j'arrive en JavaScript. Le triple égal, ça fait quoi? Ça check le type en plus. Donc ça, c'est vachement important si vous voulez être sûr que vos égalités soient strictes. Et dans beaucoup de cas, on ne le veut pas, mais dans certains cas très importants, on le veut. Et si on ne le fait pas, ça pose des bugs. Et surtout, ça crée des bugs qui arrivent très longtemps après. Parce qu'ils sont très 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 difficiles à débusquer. Là, c'est évident parce que du coup, c'est un chiffre et une chaîne de caractères. Mais quand vous avez deux variables, comme il n'y a pas de type, c'est très dur de détecter qu'il y a une erreur. Un peu plus drôle, alors celui-là, je l'ai eu dans 3 projets différents, dans 3 équipes différentes. Quelle est la valeur de myInt? Alors, ça lève une exception. Qui vote que ça fait 8? Simplement, la réponse est évidente. Tout le monde soupçonne le piège, sauf 2 courageux. En fait, ça va faire 0, parce qu'en effet, c'est évalué en octal. Et bon, là, bon, ça va, mais quand vous avez une variable, ça veut dire que le 8 et le 9, parce que 0,8 et 0,9, ça fait le cas pour les deux, donneront 0. Et ça, moi, c'est le premier truc que je check sur un projet quand j'arrive sur un projet où il y a beaucoup de JavaScript, c'est vérifier s'il y a des parsings. Et s'il y a des parsings, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre la base décimale derrière. Et ça, c'est super important, et pourtant, c'est trivial, mais dans beaucoup de projets, ça crée des bugs. Et ça crée encore des bugs invisibles. Et encore, là, j'ai vraiment fait les exemples les plus triviaux. Vous avez des exemples sur Internet où vous avez parenthèse, crochet, crochet, plus parenthèse, plus crochet égale 1. Personne ne sait pourquoi. Enfin, voilà, il faut lire les explications pendant 3 pages pour savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, c'est un langage, comme je le disais, très facile à appréhender la première fois, mais qui a une véritable complexité derrière et qui est important d'apprendre. Voilà, donc ça fait bien 8 dans le deuxième cas. Alors, il y a quelque chose qui a changé en fait que dans le JavaScript ces dernières années. Moi, ça va faire 8 ans que je fais du JavaScript sur différents projets. Mais il y a quelque chose qui a vraiment changé ces dernières années, c'est l'explosion du buzz autour du JavaScript, qui a vraiment complètement changé la donne et surtout la manière dont les gens voient le JavaScript. Vous avez énormément de projets côté client qui sont arrivés ces dernières années en fait, et surtout qui sont liés à des frameworks côté serveur. Pour moi, ce qui a vraiment été un déclencheur sur ça, ça a été les nouvelles architectures, etc. Mais ça a été aussi l'arrivée de Node.js. Clairement, il y a une communauté de développeurs qui a commencé à se créer, à faire beaucoup de buzz et à vraiment construire des outils et à vraiment structurer le JavaScript, notamment avec l'arrivée de ça qui permet de faire des choses assez sympas en JavaScript et surtout qui permettent de développer, on le verra tout à l'heure, des outils pour le JavaScript en JavaScript. Et ça, du coup, ça ouvre certaines portes. Parce que moi on faisait du JavaScript il y a 8 ans et en effet, on n'avait aucun outil, aucun framework, on faisait tout à la main. On avait des milliers de lignes de JavaScript. Personne ne savait comment ça marchait. On n'y touchait surtout pas parce qu'on ne savait pas du tout comment ça marchait. Et donc, depuis quelques années, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du JavaScript qui arrive côté serveur, il y a des frameworks qui arrivent. Et du coup, JavaScript est vraiment le vent en poupe et c'est vraiment intéressant. Clairement, pour moi qui viens du monde Java, on revit un peu ce qu'on a vécu au début, dans les premières années de Java, où on voyait tout l'écosystème se mettre en place, les gros frameworks arriver, certains mourir, certains émerger et détruire des champions qu'on pensait indéboulonnables, les outils se mettent en place petit à petit. Et ça, c'est quand même assez sympa de voir toute cette émulation-là. Donc c'est un des objectifs de cette présentation de ce soir, c'est de vous présenter certains de ces outils qui sont en train d'émerger et qui sont extrêmement intéressants pour des projets web. Voilà. Donc Node, moi, c'est quelque chose que je trouve assez sympa. Pour l'instant, je n'ai pas encore l'occasion d'utiliser sur des gros projets. J'ai juste joué un peu avec pour voir ce que ça donnait, mais clairement, si vous aimez beaucoup de JavaScript et que vous voulez faire un peu de code côté serveur, allez jeter un coup d'œil là-dessus. Alors, développer en JavaScript. Alors, premier framework le plus évident, tout le monde l'utilise. Je pense qu'il utilise jQuery dans la salle. On va faire l'inverse. Qui n'utilise pas jQuery dans la salle? Ah, il y a un courageux au fond. Du coup, vous utilisez d'autres choses à la place ou ouais. Dojo, d'accord. Ah, du coup, c'est des frameworks où il y a tout embarqué. Alors, jQuery, jQuery, c'est utilisé par 60% des sites. Donc, en fait, ils ont passé un robot sur les 10 ou 20 000 plus gros sites en trafic du monde. Et 60% de ces sites-là utilisaient jQuery. C'est quand même pas mal. C'est fait pour la manipulation du DOM à l'origine. On l'oublie très souvent avec les millions de plugins, jQuery UI, jQuery Mobile, etc. jQuery, c'est fait pour manipuler le DOM à l'origine.
Voilà. L'API DOM du JavaScript, elle est franchement pas très instinctive, pas très pratique à utiliser. Du coup, ils ont fait une API là-dessus qui est assez sympa pour le coup. Alors, c'est super facile, c'est super efficace, c'est super bien documenté, c'est le framework magique. Moi, quand j'ai découvert jQuery, ça a changé ma vision des projets JavaScript, clairement. Il y a des tonnes de plugins. Alors, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le café, tout ce que vous voulez avec jQuery. Vous aurez un plugin pour tout, pour faire des carousels, pour faire des modules, pour faire vraiment tout ce que vous voulez. Alors, clairement, vous avez un problème, vous tapez plugin jQuery. Limite, si vous allez sur les forums dédiés au JavaScript, la plupart du temps, les gens ne posent pas la question comment faire ça en JavaScript, mais quel plugin jQuery utiliser pour faire ça. Et souvent, la réponse est pas un plugin jQuery, fais-le en JavaScript, c'est quand même beaucoup plus simple et beaucoup plus pratique. Voilà, donc il ne faut pas non plus en abuser. Donc un exemple tout bête, ce qu'on fait en jQuery, là vous ne le faites pas en jQuery, donc l'API classique, vous créez un nouvel élément, vous lui mettez un lien, vous lui mettez un attribut href, et puis après vous l'insérez dans un autre élément. Donc voilà, ça prend 4 lignes, c'est pas forcément très lisible au premier abord. En jQuery, ça donne ça. C'est quand même vachement plus concis, vachement plus lisible. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière du coup. Mais du coup, voilà, vous récupérez juste un élément avec un sélecteur. De toute façon, je pense que tout le monde connaît jQuery. Alors par contre, tout le monde connaît jQuery. Par contre, tout le monde ne connaît pas forcément les bonnes pratiques de jQuery. Donc, je vais vous en présenter 3 qui sont les plus emblématiques et les plus importantes et les plus faciles à mettre en place en fait, sur vos projets. C'est les 3 premières que je mets en place sur la plupart des projets sur lesquels j'arrive aussi. La première, en fait, c'est de ne pas manipuler de DOM dans les boucles. Ça, c'est la grande catastrophe. C'est que tout ce qui est manipulation de DOM, en fait, est très coûteux en temps CPU. Ça frise le navigateur, parce que un navigateur est mono-threadé. Donc, pendant qu'il manipule le DOM, il ne fait rien d'autre. Donc, du coup, là, ça veut dire qu'à chaque itération de ma boucle, donc là, 100 fois, il va mettre à jour 100 fois la page. Alors, l'utilisateur ne s'en rend pas compte, surtout sur un PC moderne. Si vous faites ça sur un mobile, surtout sur un mobile un peu ancien, vous tuez votre site. Donc il y a des moyens de faire ça complètement autrement, très facilement. Il suffit juste de stocker vos éléments dans votre boucle. Vous allez les stocker dans une chaîne ou ailleurs. On verra après des moyens plus efficaces encore de faire ça. Et à la fin, vous faites votre insertion. Donc c'est très important, faites vos insertions à la fin. Parce qu'en fait, en jQuery, c'est tellement facile de faire des inserts, de manipuler le DOM, que finalement, on ne fait plus attention à ce genre de choses. Or, c'est très important. Pour les problèmes de performance, c'est des problèmes qui sont très faciles à éviter avec quelques bonnes pratiques et en faisant un tout petit peu attention. Donc ça, faites-y gaffe. Deuxième bonne pratique, gardez vos sélecteurs les plus simples possibles. Voilà. Si vous avez un sélecteur comme ça dans votre code, posez-vous des questions. Surtout que celui-là, en plus, il est bête, mais là, ici, j'ai un identifiant. Donc, en fait, celui-là, il se résume à ça, en fait, en y réfléchissant 2 secondes. Voilà, celui-là, je l'ai inventé, mais j'ai eu des cas comme ça dans certains des projets. Qu'est-ce qu'ils veulent aller chercher? Mais il y a un Alors, souvent, il n'y a pas l'identifiant, là, ils trichent. Ils mettent le 3e P en partant du bas. Et en fait, en allant voir le 3e P en partant du bas, lui, il a un identifiant. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, gardez-les simples. Clairement, vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà. Parce que là, directement, il va aller chercher le bon identifiant. Et il y a moyen de faire encore mieux. C'est de commencer par filtrer sur l'identifiant. Et d'après, aller chercher le div. Parce que là, en fait, il va parcourir beaucoup plus de DOM en fait, que là. Donc, il y a des optimisations qui sont faites à ce niveau-là. Là, en fait, il va récupérer directement l'élément qui a comme identifiant intro. Ah là, ils vont être embêtés pour passer. Vous avez l'identifiant assez rapidement, de toute façon. Je ne vais pas vous laisser debout, il reste encore presque 1 heure. Donc vous avez l'identifiant, il va chercher l'élément avec l'identifiant intro, et après il va travailler sur un subset de HTML. Il ne va pas travailler sur toute la page, il va travailler uniquement sur les enfants de cet élément. Du coup, ça va aller forcément beaucoup plus vite. Alors que si je reviens en arrière, si vous travaillez sur le premier, là, il va travailler sur toute la page, en fait. Donc, du coup, vous allez gagner pas mal. 3e bonne pratique, éviter les répétitions de sélecteurs. Alors, ça, c'est pareil, c'est un truc simple, bête à mettre en place, mais c'est quand même vachement plus lisible. Donc, quand vous commencez à avoir des choses comme ça, remplacez-les, mettez votre sélecteur en cache. Donc, une bonne pratique, c'est de préfixer votre variable qui contient un sélecteur jQuery avec un $. Comme ça, on sait que c'est une variable jQuery qui contient un élément jQuery. Ça permet de savoir que sur celui-là, sur cette variable-là, j'ai le droit d'appeler toutes les méthodes jQuery. C'est un petit indicateur visuel. Donc, personne ne vous obligera à le faire, mais sur vos projets, je vous encourage à le faire. C'est un petit standard que la plupart des gens utilisent. Ça vous permet comme ça d'avoir un petit indicateur visuel. Ah, ça pose des problèmes en PHP, on dit. Ah, dans les pages. Là, après, vous pouvez redéfinir le $jQuery en quelque chose d'autre dans ce cas-là, parce que de toute façon, le $, vous aurez forcément le problème en jQuery. Là, vous y couperez pas. Autre chose aussi, c'est que là, on va chercher on va avoir 2 recherches de la balise en fait. Il va chercher
la balise avec MyID, il va appliquer le CSS, il va rechercher un nouveau la balise MyID et il va appliquer un deuxième CSS dessus. Là, du coup, il fait qu'une recherche. Donc là, c'est pas très coûteux parce qu'évidemment, c'est un identifiant, ce que je disais tout à l'heure, mais imaginez si en plus vous aviez le cas d'avant avec le sélecteur long comme le bras, là, vous pouvez gagner quand même pas mal de temps. Et vous pouvez en faire encore mieux, vous pouvez chaîner les éléments. Ça, c'est quelque chose aussi qui est souvent oublié en jQuery, tout est chaînable. Donc du coup, vous pouvez appliquer, et là, tout va s'appliquer sur le premier en fait. Donc il faut faire un peu attention parce que des fois, vous savez pas trop, il y a des moments où il change de contexte, ça m'est déjà arrivé, mais globalement, sur les CSS, ça marche assez bien. Oui, il y avait une question. Dans la méthode select, normalement, vous passez un tableau pour C'est une méthode select. CSS, Ah, CSS, oui, non, là c'est juste un exemple. Voilà. Après, vous pouvez faire un CSS et puis après appliquer quelque chose d'autre dessus, faire un for each. Vous pouvez faire plein de choses. Là, c'était vraiment pour simplifier. Alors, en effet, oui, il y a toujours à chaque fois des méthodes pour optimiser. Mais clairement, vous avez toujours des petites astuces pour optimiser votre code jQuery. Et à la longue, si vous allez voir un peu les bonnes pratiques, donc là, je vous en ai vraiment présenté les 3 principales qui sont les plus faciles en plus à mettre en place et qui sont les 3 premières généralement qui sont recommandées. Vous allez pouvoir vraiment améliorer votre code très facilement. Donc là, vous allez gagner en lisibilité, vous allez gagner en performance aussi au passage, vous allez gagner à tous les niveaux en problématique, parce que là, du coup, si vous changez MyID ici, vous oubliez de le changer en dessous, là c'est facile, ils sont l'un en dessous de l'autre, mais si vous avez 20 lignes de code entre les deux, vous allez potentiellement en oublier un, enfin vous avez plein de problématiques qui peuvent se poser, alors que si jamais vous les regroupez, vous n'avez plus de problème. Donc globalement, essayez d'optimiser ça, c'est quand même pas mal. Deuxième librairie qui est assez sympa, underscore JS. Alors qui utilise underscore JS? Généralement, j'ai moins de mains qui se lèvent. Ouais. Donc, underscore JS, c'est un ensemble de méthodes utilitaires. Donc, c'est un peu la librairie à tout faire. Je ne sais pas si des gens ont utilisé Prototype il y a quelques temps. C'est un peu ce qui a remplacé Prototype dans beaucoup de projets. Vous allez pouvoir manipuler notamment des tableaux et des collections. C'est assez efficace pour ça. C'est souvent pour ça que c'est mis en place en premier. Vous allez pouvoir faire des filtres, des tris, tout ça très facilement en fait dans un tableau. Vous allez aussi pouvoir manipuler des objets et des méthodes. Donc, vous allez pouvoir faire des choses un peu avancées sur vos objets, sur vos méthodes, qui généralement quand votre projet commence à grandir en complexité, c'est des méthodes qui vous permettent de gagner du code et de factoriser pas mal de code. Puis vous allez pouvoir faire plein de choses. Il y a une soixantaine, je crois, de méthodes. Voilà, vous avez vraiment plein de choses. Donc un exemple, là vous allez faire une boucle for each en fait. Donc c'est juste une itération sur un tableau. Donc le premier élément c'est un tableau et sur chaque élément du tableau on va appliquer une fonction. Donc voilà, ça vous évite de faire un for. Voilà, c'est lui qui l'optimise pour vous. S'il a besoin de faire un while inversé en mettant la taille en cache, tout ce genre de choses, c'est transparent pour vous et du coup vous faites une itération en une ligne. Donc, en gros, c'est tous les principes qui sont piqués à la programmation fonctionnelle. Ça va vous apporter un peu tous ces domaines. Vous allez avoir les fonctions de map, de choses comme ça. Je ne sais plus si je l'ai mis, non, j'ai pas mis le map. Vous allez avoir tout un tas de fonctions qui vous permettent de manipuler des collections, des tableaux, des objets de manière très simple et de manière très concise. Donc là aussi, vous allez gagner en lisibilité, vous allez réduire votre volume de code et du coup, vous allez faciliter votre maintenance généralement. Donc au prix d'un framework que vous mettrez, qu'il va falloir apprendre, mais qui est quand même relativement simple à apprendre. Donc là, la deuxième, en fait, c'est pour chercher un élément. Donc là, je cherche tous les multiples de 2 dans mon tableau. Donc voilà, ça évite pareil, là encore d'itérer et on voit tout de suite ce que ça fait. C'est quand même un peu plus lisible. Alors en ce moment, j'ai eu pas mal de discussions entre underscore JS et Lodash. Donc si jamais vous cherchez une alternative à underscore JS, vous pouvez aussi regarder du côté de Lodash, qui apparemment a un comportement plus homogène selon les navigateurs. Alors après, voilà, moi j'ai jamais eu trop de problèmes avec underscore, mais il y a des gens qui ont eu des problèmes avec certaines méthodes d'underscore qui ne fonctionnent pas de la même manière sous certains navigateurs et sous d'autres. Donc en l'occurrence sous IE et sur les autres, je crois, comme souvent. Alors que Lodash justement résout ces problèmes-là. Après, niveau perf, je ne sais plus lequel était meilleur, mais voilà, donc vous pouvez regarder. Alors après, il faut savoir que par exemple la méthode each, la méthode d'itération, c'est une méthode que vous allez retrouver dans beaucoup de frameworks, notamment aller dans jQuery. Mais vous n'aurez pas forcément les mêmes perfs selon les frameworks. Donc si vous avez plusieurs frameworks et que vous ne savez pas l'utiliser, n'hésitez pas à faire des benchmarks dessus. On verra après un outil pour faire du benchmarking. Mais il me semble que celle de jQuery n'est pas très très efficace. Donc, voilà. Alors, vachement plus amusant, un de mes grands dadas en ce moment, je tourne pas mal avec un petit talk là-dessus, le templating en JavaScript. Ça c'est mon grand cheval de bataille, c'est arrêter de faire de la concaténation de chaînes partout. Donc l'idée c'est de simplifier votre construction de DOM. Ce que vous allez faire dans la plupart des sites, surtout à l'heure actuelle, vous allez faire un appel Ajax, vous allez récupérer des données JSON, vous allez les mettre en forme et vous allez les insérer dans votre page. Ça maintenant c'est quasiment incontournable sur la plupart des sites. Et un des grands moyens de faire ça, c'est de faire des concaténations de chaînes de tous les côtés. Le templating, ça va être un mécanisme qui va vous permettre
d'arrêter de gérer ça à vous-même en JavaScript pour limiter les erreurs. Vous allez avoir quelque chose qui vous permet de faire quelque chose de beaucoup plus facile à maintenir. Donc voilà, concaténation de chaîne tout bête. Bah là, j'ai récupéré un JSON et puis je suis en train de construire mon DOM. Alors, question piège. Oui, j'ai oublié de fermer le div. Non, ça, je ne sais pas s'il a oublié. Cherchez pas, il n'y a pas forcément un div oublié de fermer. Ça m'est arrivé. Alors que là, c'est assez simple. J'ai que 5 lignes. Donc moi, dans mes projets, j'avais 60, 80 lignes de choses comme ça, avec des ifs, des for au milieu, des boucles au milieu, tout un tas de choses. Des diffs qui s'ouvrent dans un if, qui se ferment dans un autre, voilà. Et puis comme les navigateurs sont super forts, si vous avez une balise qui n'est pas fermée, ils vont la fermer pour vous. Mais ils la ferment là où ils peuvent. Donc dans 99% des cas, ça se passe bien. Et puis un jour, ça marche plus sur un navigateur, et là, vous passez une après-midi à chercher pourquoi sur ce navigateur-là, plus rien ne marche. En l'occurrence, moi, ça m'est arrivé sur Bada, parce que je fais du mobile en ce moment. Ça marchait sur tous les mobiles, sauf Bada. Et donc après une après-midi de recherche, j'ai craqué et je suis passé à ça. Donc ça, c'est la même chose en templating. Donc là, vous allez garder vos structures. Vous allez pouvoir garder vos tabulations, et du coup, là, vous voyez tout de suite si vous avez un diff qui n'est pas fermé ou non. Donc là, c'est un exemple très simple. Les moteurs de, en fait, vous allez prendre ça, et vous allez le passer dans ce qu'on appelle un moteur de templating, et du coup, qui lui va vous sortir le résultat. En fait, vous lui donnez ça, vous lui donnez le JSON, et il va vous sortir la fusion des deux, en fait, avec le HTML rempli avec vos données. Donc c'est lui qui va faire les remplacements. Donc il va gérer pour vous les tests, les boucles, tout ce qui est itération, etc., tout un tas de choses. Donc là, je ne vous rentre pas trop dans le détail. Clairement, voilà, vous allez pouvoir faire des choses assez avancées, et vous allez pouvoir surtout énormément simplifier votre gestion. Alors, les moteurs de templating, le plus connu, c'est Moustache. C'est souvent celui par lequel les gens commencent. C'est pas celui que je recommande le plus parce qu'il est relativement lent. Moi, j'ai fait du benchmarking là-dessus, et il est quand même très 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 lent. Il commence à accuser un peu son âge. Par contre, il a un gros avantage, c'est qu'il est multilangage. Vous avez le moteur, il est disponible en Java, en Ruby, en PHP, en .NET, donc en JavaScript forcément, dans plein de langages. Du coup, vous pouvez avoir un seul moteur de templating pour tout votre projet. Alors j'avoue que moi, j'ai jamais eu trop besoin de ce use case-là. Généralement, j'en ai un différent côté serveur et un côté client. Mais bon, ça peut vous servir dans ce genre de cas. Vachement plus intéressant, Handlebars. Là, c'est celui que je conseille en ce moment. C'est le plus complet, le plus fun à utiliser. Le doc est super bien foutu. Donc, si vous ne savez pas par où commencer, commencez par là. Clairement. Et puis après, vous en avez d'autres qui sont moins connus, qui sont généralement plus spécialisés. Alors, Jcode2 et Dot.js. Moi, j'utilise Dot.js sur mes projets parce je fais du mobile et il est super rapide, super concis, super léger, 120 lignes de code. Il fait 3 kg non minifié, non gzip. Donc c'est plutôt appréciable quand on veut vraiment optimiser ses ressources au maximum. Par contre, il permet de faire beaucoup moins de choses qu'Handlebars. Et il est extrêmement rapide, voilà. C'est assez intéressant, mais dans la plupart des cas, vous n'aurez pas besoin de ce niveau d'optimisation. Moi, je connais énormément de sites qui sont partis avec Handlebars et même du Moustache et qui tournent très très bien. Il n'y a pas de souci de performance plus que ça. Si vous commencez à avoir des gros usages de templating, là, vous allez commencer à vous poser la question. Est-ce qu'il y a des questions sur le templating? Ça va jusque-là? Je ne vais pas trop vite. Encapsulation, un autre point vachement important sur les projets, c'est l'encapsulation. Donc là aussi, c'est quelque chose qui pose beaucoup de problèmes sur la plupart des projets JavaScript qui démarrent. Donc, quand on parle d'encapsulation, c'est éviter les effets de bord d'un script sur un autre script. Et ça, on ne s'en rend pas forcément compte au début. Là encore, ça crée des effets de bord qui arrivent souvent assez tard dans le projet et qui posent des problèmes qui sont durs à débugger. Donc, on a un exemple simple. J'ai un premier script, script1.js, qui contient une variable. Voilà, variable égale script1, pas de souci. Puis je déclare un deuxième script, script2.js, qui contient lui aussi une variable qui s'appelle variable et qui contient cette fois-ci la valeur script2. Et donc après, je crée ma page, j'inclus les deux scripts et là, badabam, mon log m'affiche script2, forcément, puisqu'il prend dans l'ordre et il écrase. Il faut savoir qu'en JavaScript, il n'y a pas d'encapsulation naturelle entre vos différents fichiers. C'est comme si vous preniez tous vos fichiers et vous copiez-collez votre code. Que vous copiez-collez votre code en fait directement dans votre page HTML. C'est comme ça que le navigateur voit vos scripts. Donc du coup, il faut faire très attention à ça. Un cas beaucoup plus concret qui m'est arrivé, c'est qu'on avait un site qui était en mode navigation page, c'est-à-dire que quand vous cliquez sur un lien, on recharge une nouvelle page, et chaque page faisait un appel Ajax vers une URL. Et on a décidé, ce serait cool de mettre de la navigation Ajax, donc c'est-à-dire d'avoir une application, ce qu'on appelle single page, et que finalement, quand je clique sur un lien, ça ne me recharge pas une nouvelle page, ça met à jour mon DOM avec le nouveau fragment de page qui arrive. Du coup, forcément, pour faire ça, on avait besoin d'inclure tous nos scripts d'un coup.
Et on a tous nos scripts déclarés la même variable URL. Donc forcément, tous les appels de toutes les pages appelaient la même URL et récupéraient les mêmes données. Et ça nous a posé un problème. Donc c'est là où on a détecté ça. Donc comment résoudre ces problèmes d'encapsulation? Il y a un moyen très simple. C'est simplement d'encapsuler en fait dans votre script. Vous allez rajouter, donc ça c'est l'astuce que si vous éditez n'importe quelle librairie en JavaScript que vous utilisez, vous aurez ce genre de syntaxe en fait. C'est-à-dire qu'avant de commencer à coder, ils vont ouvrir la parenthèse, déclarer une fonction anonyme, et dans cette fonction-là, ils vont tout coder. Et à la fin, ils vont exécuter la fonction. Donc là, en fait, les parenthèses qui sont autour, c'est juste une astuce pour dire, je déclare la fonction qui contient mon code, et je l'exécute immédiatement. Si vous enlevez la parenthèse du début et de fin, il n'exécutera pas le code. Il déclarera la fonction, mais il n'exécute pas. Voilà, donc là, c'est la syntaxe, en fait, pour pouvoir déclarer votre fonction et l'exécuter sur le champ. Donc typiquement, si vous allez voir le code de jQuery, ou underscore ou n'importe quoi, vous aurez ce genre d'encapsulation. Ça vous permet de l'isoler. Vous faites pareil dans votre script 2. Et là, du coup, on n'a plus ni script 1 ni script 2. C'est que comme c'est encapsulé, ces variables-là ne sont plus globales. Elles sont propres à la fonction. Et du coup, elles sont complètement inconnues en dehors de mon fichier. Donc du coup, j'ai plus aucun risque de collision. Et ça, c'est très très important. Ça veut dire que vous n'avez plus aucune chance en fait que votre variable conflicte à un niveau ou à un autre. Après, si vous voulez la déclarer en global parce que vous avez un vrai besoin global, vous utilisez l'objet window. Et là, du coup, vous allez explicitement dire, ma variable, je veux qu'elle soit connue ici parce que j'en ai besoin dans ma page. Dans ce cas-là, je fais un window.variable égale variable. Et là, du coup, votre variable sera de nouveau exposée à l'extérieur. Mais c'est un acte volontaire. Et ça, c'est très important que ce soit un acte volontaire. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu différent. On va parler de performance. Alors, performance, la première étape de la performance sur un projet, c'est souvent de minifier les fichiers. Qui minifie ses fichiers sur ces sites? Ah, pas tout le monde. Qui ne le fait pas? Voilà, en l'occurrence, c'est quelque chose d'important de minifier ces fichiers. Alors, la minification, c'est quelque chose de très simple. Ça prend vos fichiers JavaScript, vos fichiers CSS, et puis ça va les compacter, tout ce que ça peut compacter. Donc ça va enlever notamment les espaces qui servent à rien, les commentaires qui servent à rien. Si vous avez des noms de méthodes, il va voir s'il peut les raccourcir. Si vous avez une méthode qui s'appelle je lance une recherche sur mon serveur qui me renvoie des résultats, pourquoi pas? Parce que souvent c'est bien d'avoir du code expressif quand vous développez. Par contre, quand vous exécutez votre code du côté client, on s'en fiche du nom de la variable. Normalement, il n'y a pas grand monde qui va aller voir votre code JavaScript pour voir est-ce qu'il est bien codé, etc. Donc là, l'idée, c'est de remplacer son nom de variable incroyablement long par A. Et du coup, remplacer toutes les occurrences. Donc après, vous avez différents outils pour faire ça. Donc un des plus connus, c'est UI Compressor, qui avait été développé par Yahoo à l'époque. Et du coup, après, vous avez différents niveaux de degrés d'optimisation pour dire vous voulez plus ou moins compacter. Et plus vous compactez, plus vous avez de risques qu'il y a des régressions en fait, sur vos codes. Parce que plus il va tripatouiller votre JavaScript pour essayer de gagner des octets. Donc généralement, il y a un juste milieu pour pas que ça pète trop. Les réglages par défaut sont souvent assez bons. Deuxième étape, une fois que vous avez minifié, c'est compresser. Donc cette fois-ci, c'est dire à votre serveur, Apache ou autre, de compresser, de gzip, vos fichiers de ressources. Et du coup, avant de les envoyer, il va les gzip. Ou vous pouvez les pré-compresser en fait pour gagner de la charge. Donc là, vous avez le mode deflate sur Apache, par exemple, qui fait ça très très bien, qui est extrêmement rapide. Et l'idée, c'est de là encore de gagner. Un exemple concret sur le projet sur lequel je travaille, on avait, c'était quasiment 800 kilooctets de JavaScript, de ressources téléchargées par tout le site faisait 800 kilooctets à télécharger. Pour du mobile, c'est pas terrible. On active la minification, on passe à 400 en l'occurrence, c'est déjà beaucoup mieux. On active la compression, on passe à moins de 200. Donc on a eu un facteur, à chaque fois on a un facteur 2 en fait sur du code qui n'a pas été spécialement optimisé pour. Juste, on a juste codé, on a juste activé ça, ça nous a pris 5 minutes. Hop, et on a eu un facteur 4 sur notre taille de site. C'est quand même assez sympa. Un autre truc qui est assez pratique aussi, c'est d'utiliser des CDN. Alors les CDN, c'est des serveurs en fait qui vont exposer des statiques pour vous et surtout qui vont exposer des statiques au plus proche du client. Donc vous allez gagner énormément là au niveau de la latence réseau. Donc un des plus connus, c'est Google en fait qui vous fournit un serveur de CDN qui va notamment vous exposer la plupart des librairies courantes. En l'occurrence, vous avez toutes les versions de jQuery. Alors à quoi ça ressemble? Donc ça, voilà, c'est le CDN de Google. Et voilà, ils exposent toutes ces librairies-là. Donc vous avez AngularJS, Dojo, en l'occurrence, pour ceux qui utilisent Dojo, jQuery UI. Donc voilà, et tout ça, en fait, va être servi par Google. Et dans la plupart des cas, enfin moi, ça n'est jamais arrivé le contraire, Google va avoir des meilleurs serveurs que les vôtres. Parce qu'ils sont quand même assez forts en serveur. Du coup, ils vont avoir des serveurs qui sont très proches du client, qui répondent extrêmement vite,
et qui sont suroptimisés. Et vous avez un deuxième effet qui se coule à ça, c'est que si un autre site utilise le CDN, l'adresse de la ressource est la même. Du coup, si la personne est passée sur le site, on va dire le site de SWAT qui utilise le CDN Google pour jQuery, eh ben, le navigateur va mettre en cache Google, machin, jQuery, pas SWAT, machin, jQuery. Du coup, si vous allez sur le site de quelqu'un d'autre et qu'il utilise lui aussi le CDN Google, eh ben, le navigateur, lui, l'aura déjà en cache. Il n'aura pas besoin de faire la requête. Donc du coup, vous allez aussi potentiellement gagner là. Donc ça aussi, c'est quand même assez intéressant. Donc après, vous avez aussi des CDN privés, on va dire, où vous pouvez exposer vos propres statiques, notamment Akamai, qui est un des plus connus, qui vont vous garantir en fait que vos ressources sont exposées au plus proche du client. Donc là, vous avez juste le premier effet, c'est-à-dire la vitesse. Vous n'aurez pas l'effet de gagner sur la mise en cache. Mais c'est déjà pas mal. Donc ça aussi, si vous avez un site où vous n'avez pas besoin d'héberger vous-même vos librairies, notamment les librairies standards comme jQuery, c'est vraiment la plus classique, hébergez-la sur un CDN, ça vous fait de la charge en moins, et puis voilà, ça vous enlève des embêtements. Ouais. Pour revenir sur la compression, quel est l'inconvénient, quel serait l'inconvénient d'utiliser le mode default? À ma connaissance, aucun. À moins d'avoir vraiment un seul Apache pour des millions d'utilisateurs et pas avoir la machine adéquate, mais enfin, généralement, on a les machines qui vont bien. Moi, j'ai même pas vu la courbe de CPU monter quand je l'ai activé. Après, moi, enfin, voilà, vraiment, sur les machines qui sont taillées pour ça, c'est... Par défaut, allez-y. Au pire des cas, si vous avez des problèmes sur vos machines, parce qu'en effet, ça prend de la charge CPU, clairement, dans votre système de build, compressez-les avant. Ça revient au même pour le navigateur. Il faut juste dire au navigateur en fait qu'ils sont compressés. Donc il faut juste penser à modifier les headers pour dire attention, je te sers un contenu gzip. Pour le client, un algorithme de dézippage sur un fichier aussi petit que ça prend rien en temps CPU. L'utilisateur ne se rendra pas compte en fait. Peut-être pour un site où il y a beaucoup d'images. Alors, la question c'est sur les sites où il y a beaucoup d'images. La compression et la minification, c'est sur les ressources statiques. Hein. Sur les images, c'est de l'optimisation d'images, c'est encore différent. Ça vient après. Mais clairement, là, quand je parle de minification, de compression et de CDN, le CDN, vous pouvez aussi l'utiliser sur les images, mais généralement, les images ne sont pas communes. Mais clairement, la compression, c'est sur les fichiers texte, en fait. Sur les images, vous optimisez vos images avant. Vous avez aussi des outils pour faire ça, pour compresser vos images pour un format web. Et j'imagine qu'il y aura Apache de faire la différence entre les deux. Ah oui, voilà, donc voilà, la question c'est savoir si Apache peut faire la différence. En effet, vous dites soit sur l'extension, sur le type MIME, vous avez tout un tas d'outils pour faire ça. Voilà. Donc non, c'est extrêmement puissant. L'idée aussi, c'est par exemple de ne pas forcément compresser le HTML. Des fois, ça n'a pas de sens. Si votre HTML est tout petit, par exemple, ça vaut peut-être pas forcément le coup de le compresser. Mais si vos fichiers commencent à être volumineux, après, c'est aussi regarder le gain que vous avez. Si quand vous compressez, vous gagnez 1 kilooctet sur un fichier de 200 kilooctets, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter à l'activer? Après, ça ne vous coûte rien, mais bon. Mais généralement, vous avez des gros gains. Comparé, à chaque fois, quand on parle de performance, c'est une chose qui est importante, quel que soit le contexte, c'est de mesurer. Toujours, quand vous faites une optimisation, vous mesurez avant, vous mesurez après et vous quantifiez le gain. Ça, c'est extrêmement important. On n'optimise jamais en aveugle, sinon l'optimisation ne sert à rien. Et on évite d'optimiser a priori, sauf si jamais c'est vraiment des bonnes pratiques en fait. Voilà. Et au niveau des CDN sur Google par exemple ou un autre, quelles sont la fréquence des mises à jour? Au bout de combien de temps une mise à jour est publiée? Et est-ce qu'on a le choix d'utiliser des versions antérieures à la Alors, donc la question c'est savoir si sur le CDN Google les mises à jour sont suivies et si on a toutes les versions par exemple de jQuery. En l'occurrence sur jQuery, oui. Alors je peux montrer. Si on clique sur jQuery, en fait, on a toutes les versions. Et à ma connaissance, ils sont dans les heures qui suivent l'annonce officielle de jQuery. Il faut savoir que au moins un gros committeur à jQuery qui est Diosmani travaille aussi à Google, donc pour le coup, globalement, il y a assez peu de chances que, il y a plus de chances que Google l'ait à jour plutôt que votre projet l'ait à jour avant Google en fait. Je suis rarement à la toute dernière version de jQuery, j'aimerais bien, mais c'est assez rare. Je le suis au début de mon projet, comme ils en sortent une toutes les 2 ou 3 semaines, c'est assez dur à suivre. Clairement, il y a plus de chances que Google soit à jour que votre projet soit à jour. En fait. Donc, clairement, moi, j'ai jamais eu de cas où Google ne l'était pas. Au pire, il suffit d'attendre quelques heures. Voilà. Donc là-dessus, pas de souci, pas d'inquiétude à avoir. Sur la compression, Ouais. il y a certains navigateurs qui ne supportent pas la compression des zip. Alors ça, c'est donc la question, c'est les navigateurs qui supportent pas la compression gzip. Donc alors ça, c'est des très 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 anciens navigateurs pour le coup. Je pense qu'il y a aussi certains mobiles qui le supportent. À ma connaissance, les mobiles le supportent tous. Moi, j'ai eu aucun problème sur les mobiles. On a fait des tests on teste des mobiles relativement récents, c'est-à-dire Windows Phone 5. Il faut que les mobiles soient capables de faire du HTML5 et du JavaScript. C'est notre critère. À partir de là, on considère que si le mobile fait ni HTML5 ni JavaScript,
c'est que c'est très ancien mobile, c'est du WAP, etc. Donc dans ce cas-là, on sert un site plutôt dégradé. Mais clairement, tous les mobiles qui gèrent à l'heure actuelle du HTML5, la plupart sont basés sur WebKit et ils savent des GZIP. Après, vous pouvez, en fait, comment se passe la compression? C'est que le navigateur dit, envoie au serveur en fait ce qu'il supporte. Donc s'il ne supporte pas, le serveur le sait. Donc vous avez des moyens de contrebalancer ça. Ça vous fait un peu plus de travail pour mettre ça en place, mais parce que moi, j'ai jamais eu besoin de le faire, donc je ne m'avancerai pas dessus, mais je sais qu'il y a des moyens de le faire et de gérer les deux modes, clairement. Peut-être c'est peut-être même géré par le mode deflate, naturellement. Il y a même de grandes chances que ça le soit. Et sur des CDN, un des gros intérêts du CDN, c'est en fait de contourner la limitation du nombre de connexions sur un navigateur. Ah, ouais, très bonne remarque. Donc pour le CDN, c'est vrai que ça permet aussi, comme on est sur un domaine différent, en fait, vous avez un nombre de requêtes simultanées dans un navigateur qui est limité par domaine, en fait. Donc là, comme vous êtes sur un domaine différent, en plus, vous pouvez en paralléliser vachement plus. Donc ça, en effet, c'est un autre avantage du CDN. Alors un inconvénient que je n'ai pas cité sur le CDN et qui m'arrive en ce moment, c'est que moi, je travaille dans la banque et du coup, dans la banque, ils ne veulent pas prendre le risque d'avoir des fichiers qui sont hébergés à l'extérieur. On ne sait pas trop par qui. Ça reste Google, mais bon, on ne sait pas trop. Donc CDN interdit, forcément. Ils veulent tout héberger en local. Oui, il y avait une question. Il me prend la question peut-être un petit peu inutile, mais la pérennité du CDN. Oui, c'est vrai. Alors, en effet, la plupart du temps, donc la question c'est sur la pérennité du CDN. En effet, ceux qui proposent des CDN, généralement, c'est des très très grosses structures. À ma connaissance, il n'y en a pas non plus des dizaines. Vous avez Yahoo, Google, des choses comme ça. Donc généralement, c'est assez pérenne. Au pire, s'ils doivent l'arrêter, je pense qu'ils préviendront la communauté un peu avant quand même. Et puis surtout, vous savez qui héberge votre CDN. Donc si Google annonce un dépôt de bilan la semaine prochaine, bon, ça vous laisse quand même une semaine pour rapatrier les fichiers. Mais bon. En effet, oui, si vous avez peur du CDN que vous utilisez, ça peut être un des critères, notamment pendant la banque. Je sais que clairement, ça fait partie des choses où on veut tout héberger en interne, on veut prendre zéro risque sur est-ce le fichier peut être compromis, qu'est-ce qui se passe si les serveurs Google tombent. On ne se pose jamais la question qu'est-ce qui se passe si nos serveurs tombent. Par contre, si les serveurs Google tombent, qu'est-ce qui se passe? Mais clairement, voilà, donc en effet, c'est des problématiques qu'il faut prendre en compte. Je ne dis pas qu'il faut en mettre forcément sur tous les projets, ou qu'on vous laissera en mettre sur tous les projets. Mais si vous n'avez pas de contraintes particulières, allez-y, n'hésitez pas. De toute façon, vous avez vu, il n'y a pas non plus toutes les librairies. Vous ne pourrez pas non plus mettre 200 CDN dans votre projet. Généralement, vous mettrez jQuery, jQuery UI, Dojo pour celui qui utilise Dojo. Et du coup, qui n'a pas besoin de mettre jQuery. Et du coup, le risque, il est extrêmement limité en général. C'est quand même... Fusionner les ressources. Alors ça aussi, c'est assez intéressant. C'est que quand vous allez avoir 10 fichiers JavaScript qui sont utilisés par la page et qui sont peut-être potentiellement utilisés par tous vos pages, agrégez-les. Donc agrégez vos fichiers JavaScript les uns avec les autres, ça vous limite le nombre de requêtes. Agrégez aussi vos images. C'est ce qu'on appelle un sprite. Vous allez prendre 4 images. Si votre menu a des icônes et que votre menu est sur toutes les pages, vous allez prendre vos 4 icônes de votre menu et les mettre dans un seul fichier image. Ça fait que vous allez récupérer une seule image. Et après, en CSS, vous allez dire, là, pour ce menu-là, je vais afficher juste cette petite section-là. Après, sur le menu d'après, je vais afficher la section d'après, etc. Donc, il y a des outils très bien pour faire ça. Moi, celui que j'utilise, c'est SpriteGen. Vous lui envoyez un zip avec toutes vos images. Il vous sort l'image gzip optimisée, etc. Et il vous sort le CSS pour afficher les images. Comme ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ça, c'est assez cool. Donc, vous en avez plein après, voilà. Donc après, on verra un peu plus tard des outils pour agréger les CSS, pour agréger les JavaScript. Il faut savoir que moins vous faites de requêtes au niveau client, plus votre site sera réactif. Voilà. Et donc benchmarker, très important, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous ne faites pas d'optimisation sans benchmarker, sans vérifier, sans mesure de la performance. Ça, c'est extrêmement important, sinon vous ne savez pas si vos optimisations servent à quelque chose ou non, en fait. Donc pour ça, vous avez Chrome, les Chrome DevTools dont je parlais tout à l'heure qui sont assez géniaux pour faire ce genre de trucs. Après, vous avez carrément des outils un peu plus dédiés donc en extension qui sont PageSpeed, qui est une extension Chrome et Firefox, qui vous permettent de diagnostiquer tout ce que vous pouvez optimiser sur votre site. Il va vous dire vous n'avez pas minifié, vous n'avez pas gzippé les images, vous pouvez gagner 80% de taille sur l'image si vous convertissez de PNG à JPEG ou l'inverse des fois. Enfin, voilà. Donc il va vous sortir tout ce genre de chiffres et du coup c'est lui qui fait le benchmark pour vous, qui va vous dire là vous pouvez gagner 40 octets, là vous pouvez gagner 200 octets, etc. Donc il va vous faire tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la performance? Ouais. Vous n'avez pas parlé du site JSPerf qui permet d'avoir beaucoup de... Je vais en parler en fait après, justement pour les benchmarks. En fait après j'ai un listing de tous les sites utiles, donc je reviendrai sur JSPerf en fait un peu juste après.
Chargement différé. Alors ça, c'est un autre truc qui est assez sympa. L'idée, c'est que JavaScript, je le disais tout à l'heure, est monothreadé. Donc, pendant que le navigateur en lui-même est monothreadé, pendant qu'il charge votre page, il fait rien d'autre. C'est-à-dire qu'il va télécharger votre DOM, et après, il va aller télécharger les fichiers. Et en fait, quand vous mettez une balise script, il va attendre que la balise script que le fichier soit chargé et exécuté avant de passer à la suite. Et du coup, ça ralentit énormément l'affichage global de votre page. Donc l'idée, c'est de se dire, plutôt qu'il poireaute pendant que le JavaScript est en train de se télécharger et s'exécuter, je vais faire en sorte que ça se fasse plus tard. Donc d'abord, je vais afficher ma page. Donc voilà, hop, c'est ça. Donc l'idée, c'est de repousser le plus tard possible. Donc on va d'abord afficher la page, encore avec le HTML, potentiellement le CSS pour que ça soit un peu joli. Et tout ce qu'on n'a pas besoin, donc tous les styles qui sont, tout ce qui est notamment image, ce genre de choses, tous les scripts un peu lourds, qui n'apportent pas une fonctionnalité immédiate à l'utilisateur, et qui ne sont pas forcément nécessaires sur la première seconde d'attention de l'utilisateur, on va les reporter à plus tard. L'idée, c'est que donc, le site apparaisse tout de suite à l'utilisateur, et que pendant qu'il se dise « qu'est-ce que je vais faire ?», on télécharge tout le reste très rapidement en tâche de fond, en fait. Parce que généralement, votre utilisateur, il n'est pas prêt sur la souris à cliquer sur le premier bouton qui apparaît pour naviguer. Il va se passer un petit temps où il va assimiler votre site et voir lire 2-3 choses et voir qu'est-ce qu'il peut faire. Donc l'idée, c'est de mettre à profit cet intervalle-là, plutôt de lui afficher une page blanche, le site, et du coup, il y a un temps où tout le monde est inactif et après il clique. On va afficher le site, charger les choses en tâche de fond et profiter donc de l'inaction pour charger. Donc la première méthode la plus simple de faire ça, déjà, c'est de mettre les scripts en fin de page. Donc si vous mettez vos balises scripts tout en haut de votre page, notamment dans le header, là vous allez bloquer toute l'exécution de votre page dès le début en fait parce qu'il parcourt séquentiellement. Après, si vous voulez faire des trucs un peu plus avancés, donc notamment dire je veux télécharger ça carrément plus tard, donc une fois que la page entière est chargée, vous avez des librairies pour faire ça, notamment LabJS. Donc est assez minimaliste qui permet de dire, donc c'est un petit bout de script JavaScript qui vous dit que vous mettez à la fin de votre page aussi, et qui va dire, une fois que tu as fini de charger la page, télécharge-moi ce fichier-là, télécharge-moi celui-là. Une fois que tu as fini de télécharger celui-là, tu peux me télécharger celui-là. Une fois que tu as fini de me télécharger celui-là, tu m'exécutes ce petit bout de code-là qui fait peut-être autre chose. Donc vous allez pouvoir comme ça agir sur votre page après qu'elle soit chargée et télécharger des choses à la demande. Donc ça, c'est assez sympa aussi pour tout ce qui est optimisation, pour que votre site s'affiche le plus vite possible. Toujours d'avoir un effet immédiat à l'utilisateur, quitte à ce que derrière, il y a un petit temps d'attente avec des trucs de patienter pour faire les appels à Jacques, des choses comme ça, si vous avez besoin. Mais qu'au moins, l'utilisateur n'ait pas de temps d'attente pour avoir une page qui soit consultable et lisible. Et un outil qui est génial pour faire ça, c'est Require.js. Alors Require.js, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est une espèce de boîte à outils magique qui permet de modulariser votre JavaScript. Donc ça va vous permettre de créer des modules qui sont indépendants les uns des autres, qui sont avec pouvoir définir des dépendances les uns avec les autres. Ça reprend une partie de l'encapsulation que je vous ai montré tout à l'heure, de manière beaucoup plus structurée. Donc pour ceux qui font du Java, ça ressemble un peu à la modularisation qu'on peut avoir avec des systèmes de classes ou avec du Maven, des choses comme ça. Ça ne va pas aussi loin quand même, mais l'idée c'est vraiment de découper votre code en modules fonctionnels, ou par page, ou après à vous de voir comment vous organisez vos modules, et qui sont, on va pouvoir dire, mon module qui permet d'afficher mon tableau de comptabilité, il dépend d'un autre module qui me permet d'afficher des tableaux. On ne sait pas ce qu'on met dedans, mais du coup les deux modules sont interdépendants. Il va vous permettre de gérer l'encapsulation et les dépendances entre vos modules, et il va aussi gérer pour vous le chargement différé des scripts. Donc là, vous n'aurez plus besoin de LabJS pour gérer ça, il va s'en charger pour vous. Et il fournit aussi un outil de build qui va se charger d'optimiser vos ressources. Alors là, optimiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire minifier, pas compresser, parce que compresser, c'est côté serveur. Donc il va faire tout un tas de choses, notamment agréger toutes vos ressources, JavaScript et CSS. Et vous pouvez lui dire, pour cette page-là, j'ai besoin d'agréger tout ça. Et comme il connaît les dépendances entre vos différents scripts, il va pouvoir savoir comment les agréger de manière intelligente. Et s'il n'est pas assez intelligent, vous pouvez en plus le guider. Il est basé sur quelque chose qui s'appelle l'AMD, un Synchronous Module Definition. Donc c'est un standard de facto, on va dire. C'est pas quelque chose qui est officialisé par une grande structure, genre W3C ou l'ECMA, etc. Mais c'est quelque chose qui est plutôt suivi. Il y a pas mal de frameworks qui sont compatibles naturellement avec ce genre de choses, notamment jQuery, underscore, je ne sais plus. Enfin voilà, donc c'est assez facile de s'interconnecter avec. Et donc il y a d'autres implémentations, même si je ne connais pas grand monde qui utilise autre chose que Require.js. J'avoue qu'elle est vraiment très très en avance par rapport aux autres, donc c'est devenu là aussi un standard de facto, et c'est assez puissant. Un petit exemple, donc on a 3 scripts, MyScript, Cart et Inventory.
Du coup, dans MyScript, dans la classe carte, j'ai juste une fonction. Donc define, ça permet de définir un module. Donc c'est ce qui va correspondre à notre encapsulation du début, en fait, que j'ai montré tout à l'heure. Et là, tout ce que va faire mon module, c'est retourner une valeur. Donc il va exposer une valeur au monde extérieur. Il ne sait pas à qui, parce qu'il ne sait pas qui l'utilise. On va avoir un deuxième module qui, lui, renvoie une fonction carrément. Lui, il expose des fonctionnalités à l'extérieur. Donc ça va être mon module inventory. Et après, on va avoir quelque chose, donc MyScript, qui va utiliser ces deux modules. Donc là, on va lui dire, mon script, là, mon module, il a besoin de cartes et d'inventory. Donc là, il va automatiquement injecter les valeurs de retour dans les bonnes variables. Et du coup, vous allez pouvoir les utiliser. Et du coup, dans carte, vous aurez la valeur qui a été retournée ici. Et là, vous allez pouvoir invoquer la méthode que vous avez déclarée ici, en fait. Du coup, vous allez vraiment découper de manière fine vos fonctionnalités, votre code. Et vous allez pouvoir pouvoir agréger tout ça grâce au système de modules. Donc ça, c'est assez puissant. C'est un gros avantage, je ne sais plus si j'en parle après, enfin c'est un gros avantage, c'est de structurer le code. C'est un gros inconvénient, c'est que c'est assez compliqué à mettre en place. Surtout que la plupart du temps, quand vous avez l'habitude de faire du JavaScript, vous avez l'habitude de coder comme ça un peu à l'arrache. Moi le premier, et ça demande vraiment d'avoir de la structure, ça demande vraiment de structurer vos projets. Mais clairement, si votre projet commence à grossir, vous aurez un gain juste gigantesque sur ce genre de choses. Et on verra après aller encore plus loin avec le modèle MVC, mais donc ça c'est une première étape. Alors il faut faire très attention à ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle l'effet cascade. L'effet cascade, c'est quoi? C'est ça. Donc on a déclaré des modules dépendants les uns des autres. Du coup, on a tout découpé en plein de fichiers, et tous ces fichiers-là sont indépendants les uns des autres. Sauf que comme c'est du JavaScript et que c'est séquentiel, pour savoir qu'il a besoin des autres, il va falloir qu'il télécharge le premier. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'il va télécharger le premier script. Ah, il a une dépendance vers ça. Donc, du coup, il faut le télécharger. Ah, mais lui, il a une dépendance vers ça, donc il faut le télécharger. Ah, mais lui, etc., etc. C'est ce qu'on appelle l'effet cascade, et qui fait que là, pour télécharger tout votre site, vous mettez plus de 4 secondes. Alors l'avantage, c'est que Require permet, donc je disais, d'optimiser tout ça, il va tout agréger, et donc, du coup, là, par exemple, vous allez pouvoir dire, en fait, là, tout ceux-là, ils sont interdépendants les uns des autres, fais-moi-en qu'un seul fichier. Tout ceux-là, ils sont interdépendants, fais-moi-en qu'un seul fichier. Et du coup, il va télécharger que 2 fichiers. Donc, du coup, ça vous permet d'avoir un effet cascade. Sur le site dont je parlais tout à l'heure, où on a grandement optimisé la taille des ressources, évidemment, la première chose, quand j'ai mis Require, il n'y a pas d'optimisation au tout début. Alors, première démo, c'était très bien passé parce que du coup, on n'avait pas encore tout structuré. On met en place Require et là, tout le monde nous hurle dessus parce que les performances s'effondrent. Et je regarde je reprends mes benchmarks et je regarde ce qui s'est passé. Et donc, l'effet cascade, on était en plein dedans. On avait multiplié les temps de réponse par 4. Parce que là, ça va, sur l'exemple, là, ça répond très vite. Mais nous, on avait des latences jusqu'à plus d'une seconde. Donc, du coup, il fallait, je crois, 26 secondes pour télécharger le site. Dans certains cas, quand il y avait des pics de latence, ça mettait 1 minute et demie. On a activé l'optimisation. Et du coup, on est passé de quasiment 100 requêtes à 19. En optimisant tout. Sans rien tailler dans les fonctionnalités. Juste en faisant quelques sprites et surtout en jouant avec l'optimiseur Require et en optimisant tout ce bazar-là. Et du coup, quand vous gagnez 80 requêtes, ça fait gagner beaucoup de temps. Voilà. Alors l'optimisation, donc voilà, donc ça permet, donc il se base sur Uglify pour minifier, donc c'est un outil qui permet de faire la minification, qui est un concurrent du AI compressor dont je parlais tout à l'heure. Il va aussi optimiser vos CSS, c'est-à-dire qu'il va être capable d'inliner vos CSS s'il y a besoin et de transformer toutes vos primitives @import dans un seul fichier. En fait, le @import, c'est quelque chose qui est un gros problème de performance souvent quand vous en avez beaucoup dans vos fichiers CSS. Là, il va tout gérer ça pour vous, il va tous vous les ramener dans le même fichier, de manière complètement transparente pour vous. Donc là, il fait toutes ces optimisations-là pour vous. Donc il va concaténer les scripts. Il va inliner, donc moi je l'utilise aussi pour gérer mes templates. Donc vous n'êtes pas obligé de gérer du JavaScript avec. Vous pouvez lui dire en plus, gérez-moi une dépendance vers un fichier texte qui est mon template, ce que je vous montrais tout à l'heure. Et du coup, là aussi, il va prendre votre template et le mettre directement dans votre fichier JavaScript. Et vous gagnez en plus une autre requête. Il fonctionne avec Node.js. Il fonctionne avec Maven. Donc vous avez, pour ceux qui font du Java, pour ceux qui ne font pas de Java, il tourne en JavaScript. Donc il vous faut un truc pour le lancer en JavaScript. Donc là, en fait, en Java, on a quelque chose qui s'appelle Rhino, qui est un moteur d'interprétation JavaScript, qui vous permet de lancer des scripts JavaScript. Donc du coup, c'est ce qui est utilisé. Moi, du coup, c'est ce que j'utilise sur mes projets. Dans les autres langages, je ne sais pas trop comment ça se passe. Dans le pire des cas, vous pouvez utiliser Node.js pour lancer l'optimiseur, parce que du coup, l'optimiseur, lui, est en JavaScript. Donc voilà. Donc ça vous fait en général. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'après optimisation, on avait moins de requêtes qu'avant de mettre Require. Donc en fait, on avait avant, donc on était là. On a mis Require et après on est descendu en dessous. Donc, du coup, on a eu un gain au final.
en plus d'avoir un code qui est beaucoup mieux structuré. Et en plus, on avait des fichiers plus petits parce qu'ils minifient tout pour nous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur Require. Alors le but, c'est pas de vous apprendre comment marche l'outil, forcément, hein, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place. Mais clairement, si vous avez du code qui commence à grossir, n'hésitez pas à regarder ce genre d'outil parce qu'il faut que vous structuriez votre code. Une question ? L'idée de Require, c'est à la fois une modification du code dans le ce qu'on fait tous les jours, mais aussi un outil en fait. En fait, il y a deux parties. En fait, il y a vraiment l'outil de gestion de dépendance de modules. Et en fait, comme cette notion de dépendance et de module et de chargement différé crée l'effet cascade, ils ont rajouté en plus un petit outil qui est un optimiseur en fait. Et quitte à faire un optimiseur, bah, autant optimiser tout le site au passage. Et du coup, ça permet de, en fait, pour contrebalancer leur effet cascade, eh ben, ils ont au passage mis de la minification, des choses comme ça, pour que du coup tout le site soit optimisé et qu'on n'ait qu'un outil d'optimisation sur le site en fait. Donc en effet, c'est deux choses séparées. Mais par contre, pour utiliser l'optimiseur, il faut que votre projet soit jQuery, sinon il ne retrouvera pas ses petits. Voilà. Vous pouvez utiliser Require sans l'optimiser. Par contre, vous ne pouvez pas optimiser sans Require avec leur outil. Il faut utiliser d'autres outils pour ça. Voilà. Par contre, là, il se base sur des librairies standards, hein, donc comme Uglify, etc. Donc vous pouvez refaire la même chose de votre côté dans une chaîne de build à vous. Mais du coup, il faut le faire à vous-même. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je ne sais pas où j'en suis. Et sur l'utilisation de Rhino, Ouais. Ouais. pas eu de limitation par rapport à ce qu'il est capable d'interpréter. En fait, alors du coup, Rhino, lui, n'interprète que du JavaScript pur. Il ne sait pas manipuler de DOM. Et en l'occurrence, dans Require, il n'y a pas de manipulation de DOM. C'est du pur JavaScript de base, donc aucun problème. J'ai eu des problèmes avec quelques plugins. Donc Require a aussi un système de plugins. Donc il y a plein de gens qui vous proposent des plugins pour gérer votre CSS. Notamment, moi, j'ai Name et CSS carrément dans mon JavaScript. Du coup, j'avais qu'un seul fichier en fait pour toute ma page. Je récupère un HTML et un fichier qui contenait mon JavaScript, mes templates et mes CSS. Du coup, en une seule requête, je récupérais tout ce que j'avais besoin dans ma page. Donc du coup, c'était pas mal. Et là, comme ça, c'est des plugins qui sont développés par la communauté. Là, pour le coup, la personne qui avait fait le plugin ne savait pas développer en Java. Donc il n'y avait pas la partie Java qui permet d'utiliser son plugin dans l'optimiseur Java. Et du coup, je l'ai développé, c'était vraiment trivial. Mais sinon, non, aucun problème particulier. Sur le JavaScript en lui-même, c'est vraiment des choses extrêmement standards. C'est très très simple. Ils utilisent vraiment que des choses de base. Il n'y a aucune dépendance à l'extérieur, rien. Voilà. Donc non, pas de souci là-dessus. Ouais. Récemment, j'ai trouvé Minify, c'est un script PHP qui concatène les fichiers JS, CSS, qui les unifie, qui Ouais. visite aussi les fichiers. Alors du coup, donc là, la remarque est en PHP. Généralement, dans tous les langages, vous allez avoir une librairie qui vous permet de faire l'optimisation. En Java, il y a ce qu'on appelle WRO4J, qui est en gros un plugin Maven qui vous optimise tout votre site. Donc en PHP, visiblement, il y a des équivalents. En Ruby, je sais qu'il y a des équivalents aussi. En .NET, je ne sais pas trop. Mais généralement, dans tous les langages, vous aurez un truc qui est pré-packagé, qui vous dit, bon, ok, moi je minify, je les zip, je fais tout ce qui va bien pour que votre site soit prêt à packager. Ça dépend vraiment de votre environnement. Clairement, là, ce que je vous donne, c'est vraiment une boîte à outils et surtout des concepts qui sont intéressants à mettre en place si vous ne les avez pas. Alors, framework MVC en JavaScript. Donc, tout début, on parlait de découpage en couches. Et un de ces découpages en couches, un pattern design qu'on met souvent en place, c'est ce qu'on appelle le MVC, Model View Controller, qui permet en fait de séparer, de gérer des sites web complexes et de séparer la vue, donc votre code, en l'occurrence pour nous du code HTML, du code JavaScript qui va manipuler tout ça et de vos données que souvent vous récupérez de votre serveur. Donc l'idée, c'est qu'il n'y ait pas un gros plaque spaghetti avec tout ça et de bien tout découper pour que ça soit plus facile à maintenir. Donc il y en a plein. AngularJS, BackboneJS, Sprout, Sami, Spine, Ember, enfin il y en a, voilà. Donc les deux plus connus en ce moment, c'est Angular et Backbone. Ember quand même aussi pas mal. Clairement, les deux qui sont en train de se battre pour la domination ultime du modèle MVC en JavaScript en ce moment, c'est Ember et Backbone, avec des approches complètement différentes. Angular, que je vais présenter un peu plus en détail tout à l'heure, juste après, parce qu'il est quand même beaucoup plus fun à montrer que Backbone. Lui, c'est vraiment la boîte à outils complète. Vous arrivez et vous mettez du Backbone, que c'est un peu comme tout à l'heure, la seule personne qui n'utilisait pas jQuery, parce qu'elle utilisait Dojo, donc là, c'est arrivé avec tout. Donc Dojo aussi a du MVC normalement. Là, Angular, c'est un peu la même approche, et il vous offre un framework complet qui gère tout votre site. Donc vous n'aurez pas besoin de jQuery, vous n'aurez pas besoin de Require, vous n'aurez besoin de rien d'autre que Angular. Il va tout gérer pour vous, il va gérer votre templating, il va tout gérer pour vous. Par contre, du coup, comme il gère tout pour vous, vous êtes complètement dépendant de lui. Donc, voilà, donc c'est toujours choisir. Et Backbone, c'est exactement l'inverse. C'est une boîte à outils du MVC. Ils vont vous fournir tous les outils pour faire du MVC, donc tous des systèmes de routing, de modularisation, de choses qui vont bien. Par contre, après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez mettre en place et comment vous voulez le mettre en place. C'est vraiment deux approches complètement à l'opposé. Chacune a son avantage et son inconvénient.
Et après, oui, je pense que les autres doivent potentiellement être au milieu. À vous de voir où vous voulez mettre le curseur. Entre je confie tout mon site à un framework et je fais un site aux petits oignons où j'ai 25 dépendances que moi je gère et je dois gérer les compatibilités, surtout entre les unes et les autres. Et c'est pas si trivial que ça. Pour avoir vu donc moi en ce moment je suis sur des mobiles, je fais du jQuery mobile. Mettre du require dessus, ça va pas poser de problème. Par contre, quand j'ai commencé à aller voir les gens qui avaient commencé à mettre jQuery mobile plus require plus backbone, là la stack commençait à être complexifiée sérieusement et il commençait à rentrer dans des petits problèmes qui sont pas triviales pour des débutants en JavaScript. Ça demande vraiment des compétences de gestion de framework et on a le même problème en Java. Quand vous commencez à accumuler les frameworks, vous accumulez aussi les ennuis. Et vous avez tendance à les multiplier. Parce qu'après, il faut gérer les compatibilités avec les uns et les autres. Mais d'accord, mais require, en l'occurrence, Backbone offre un modèle de routing. jQuery Mobile offre aussi un modèle de routing, donc pour savoir quoi faire quand on arrive sur une URL. Du coup, lequel je prends, comment j'en ai branché un pour brancher l'autre. Donc non, il y a plein de problèmes qui vont se poser. Plus vous mettez de framework, plus vous allez avoir de problèmes. Donc, ça, c'est aussi le gros avantage d'Angular, c'est qu'il arrive tout packagé. Donc, par contre, quand vous avez un problème, il faut aller dans Angular parce que vous n'avez pas trop le choix. Donc un gros inconvénient de tous ces frameworks-là, tout mélangé, c'est qu'ils sont extrêmement jeunes. Le plus vieux doit avoir 2 ans. Donc, moi, c'est ce que j'appelle très jeune. À l'échelle du Java, nos frameworks, ils ont potentiellement 10 ans. Donc ils ont été éprouvés, des fois un peu trop d'ailleurs. Mais du coup, c'est des solutions qui sont très jeunes. Alors, Angular, c'est quelque chose qui a quoi, 1 an, à peine 1 an. Quoi. Donc c'est extrêmement jeune. Voilà. Et donc c'est un peu le bazar, ça part un peu dans tous les sens. Il y en a qui se créent, d'autres qui disparaissent. Clairement, les deux en ce moment qui sont en train de se positionner, c'est Angular et Backbone, clairement. Donc si vous voulez commencer par un endroit, allez voir ces deux-là. Donc voilà, c'est très prometteur. Et là encore, comme Require, l'idée c'est vraiment de structurer votre site. Et comme nos sites vont devenir de plus en plus complexes, et du coup il va falloir de la structure et donc il va falloir ce genre de framework. On y échappera de moins en moins. Donc c'est bien d'y s'intéresser maintenant pour quand vous allez avoir le problème de là mon code commence à être compliqué, comment je le découpe, est-ce que du require me suffit ou est-ce que là il me faut carrément une full stack MVC qui est encore plus lourde à mettre en place pour que tout se passe bien et que mon site puisse grossir de manière fiable sans qu'il y ait de problème. Alors un petit exemple d'Angular. Donc Angular c'est génial, vous n'avez plus du tout manipulé de DOM. Donc vous oubliez tout ce que vous faisiez en jQuery, vous manipulez plus de balises, enfin vous avez des balises en HTML, mais vous n'allez plus manipuler vos balises en JavaScript. C'est un peu l'idée qui est derrière. Il va gérer votre navigation pour vous, il va gérer votre templating. Non plus est-ce que j'utilise .js, Angular, Handlebars, Mustache, vous utilisez Angular. Hop, vous avez votre templating. Il va gérer vos modules. Donc là pareil, pas besoin de require. Il va gérer des fragments de page, il va gérer vos dépendances, il va gérer vos appels Ajax, bref, il va gérer tout votre projet. Il remplace tous vos frameworks. Généralement, quand vous mettez Angular, vous n'avez quasiment plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Et là, ils arrivent même avec Angular UI, donc du coup, vous aurez même une bibliothèque de composants, donc DataPicker, etc., pour Angular. Donc pour le coup, vous n'aurez vraiment besoin de plus rien d'autre. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc ça, c'est une page web avec de l'Angular. Donc forcément, vous l'incluez, sinon ça ne va pas marcher. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est ici, vous allez avoir tout un tas d'attributs qui sont en ng- ou en data-ng si vous voulez respecter la norme. Et là, en fait, vous allez dire, mon input, il est lié à mon champ yourname. Là, ici, vous allez avoir du templating. Et là, vous allez même carrément pouvoir appeler vos fonctions, en fait. Je ne sais pas si on voit... Hein? Ah non, il arrive. Et après, vous avez votre JavaScript qui gère tout ça. Donc, en gros, vous avez une variable qui s'appelle $scope. C'est la variable Angular. Et là, vous allez dire, dans yourname, je mets Toto. Et quand vous faites ça en JavaScript, votre page se rafraîchit toute seule pour mettre à jour votre input texte. Il gère les rafraîchissements en Ajax, etc. Tout ça pour vous. Tout ce que vous faites en JavaScript est répercuté sur votre code HTML. Et tout ce que vous faites dans votre page, donc quand l'utilisateur commence à saisir, la valeur est directement dans le champ. Tout ça, il le gère pour vous. Il gère les interactions entre les deux de manière complètement transparente pour vous. Après, du coup, vous allez pouvoir afficher la valeur, la récupérer, et vous allez pouvoir définir une fonction que vous mettez dans le scope, et du coup, là, elle sera exécutée au chargement de la page. Voilà. Et après, vous avez, donc ça, c'est un exemple de module, donc ça ressemble énormément à ce qu'on peut faire en Angular, ils se basent sur le même type de syntaxe, sauf que là, du coup, ils ont des mots-clés qui sont un peu différents, avec des systèmes de roue, donc là, je ne rentre pas trop dans le détail. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. Donc, l'idée d'Angular, en fait, c'est vraiment magique. Le problème, c'est que, du coup, comme il y a beaucoup de magie, quand vous avez des problèmes, il faut aller voir qu'est-ce que le magicien a fait pour comprendre ce qui s'est passé. Et c'est vite un problème sur certains sites. Quand vos sites commencent à grossir, vous allez avoir de plus en plus de problèmes. Mais globalement, ça marche assez bien. Moi, je connais pas mal de sites qui commencent qui partent là-dessus et qui s'en sortent très bien. Ouais. J'ai juste un commentaire à faire quand on
fait du Angular, vaut mieux faire que du Angular en fait et pas mettre de jQuery justement. Ouais, donc la remarque, c'est quand on fait, du coup je répète pour la caméra, donc quand on fait du Angular, en effet, il faut faire que du Angular. Quand vous commencez à mélanger, là pour le coup, tout à l'heure je disais que quand vous en mélangez plein, vous avez un problème. Là, quand vous avez du Angular, vous êtes vraiment dans une stack Angular et évitez de mettre des choses à côté. Il y a plein d'exemples pour mettre des composants, notamment jQuery UI dans Angular, mais vous vous exposez là en effet à de gros problèmes, notamment à cause des systèmes de rafraîchissement magique et de synchronisation entre les deux. C'est juste impressionnant parce qu'on vous mettez de l'Angular sur votre projet, en 10 minutes, vous avez un site avec tout ce qui se met à jour, les appels AJAX qui se font automatiquement. Pour peu que vous avez un serveur en REST, tout est fait pour vous. Enfin, c'est vraiment incroyablement rapide à débuter un projet. Donc, en effet, c'est extrêmement efficace. Par contre, vous êtes très dépendant d'un framework. Oui, et puis c'est un petit peu un complément à ce que vient d'être dit, c'est que quand on a un site et qu'on veut migrer vers Angular, on a un ticket d'entrée qui est extrêmement élevé. Ouais. Et donc Angular, c'est bien quand on commence à développer une application avec, mais quand on a déjà une application, il faut bien réfléchir avant de vouloir passer à Angular. Donc en effet, ouais, la problématique de migration qui est assez compliquée quand vous passez de l'existant à de l'Angular, en effet, il vaut mieux commencer sur une stack toute neuve parce que c'est vraiment très compliqué sinon. Ouais. Juste pour compléter ce qui vient d'être dit, en fait Angular il peut être actif sur une portion de ta page. C'est-à-dire que tu peux migrer au fur et à mesure toute ton appli et tu peux le faire par étapes. Le problème c'est que si on migre un seul morceau, tout le reste n'a aucune existence pour Angular en fait. Il faut savoir qu'Angular a son propre environnement en fait. Et du coup, tout ce qui n'est pas dans ce morceau Angular, Il faut voir comment bien le découper quoi. Du coup, donc sur ça je connaissais, enfin, je n'avais pas été jusque là, mais en effet, donc apparemment on peut faire de l'Angular juste sur une portion de la page, mais il faut faire attention parce que pour Angular, le reste de la page n'existe pas. Donc il faut faire attention qu'ils ne se battent pas en fait, en effet, entre les deux. Ouais. C'est beau, enfin, tout ce que tout le monde dit, Angular gère tout, Angular c'est la boîte à outils qui rassemble tous les autres. Ça me fait vaguement penser à Java, .NET, d'accord, mais en termes de perf. Est-ce qu'il faut rassembler, faire que du beau, c'est pas un peu... Alors, moi, du coup, ça, c'est une des questions que je leur ai posées, parce que du coup, je voulais voir ce que ça pouvait donner sur du mobile. Donc, j'avais eu la chance d'assister à une conférence où il y avait les gens qui travaillent sur Angular. Et en l'occurrence, donc c'était en novembre dernier, clairement, ils disaient que les performances, pour l'instant, c'était pas là-dessus qu'ils avaient travaillé, mais que ça allait vraiment venir. Pour l'instant, ils se concentrent vraiment sur le fonctionnel, faire marcher tout le framework, toute la stack aux petits oignons et que ça soit vraiment extrêmement efficace pour le développeur. Et après, en fait, il y a toute la partie d'optimisation qui va arriver. Alors, ça veut dire une chose, ça veut dire que c'est pas lent. Moi, enfin, je connais pas mal de gens qui sont partis là-dessus sur des projets, ils n'ont pas de problème de perf plus que ça. Par contre, c'est extrêmement difficile à optimiser et il va falloir attendre que eux, au niveau du framework, fassent les optimisations pour qu'elles soient vraiment efficaces. Ça va être vraiment beaucoup plus dur d'optimiser un site en Angular sur certains points, parce que du coup, il fait beaucoup de choses pour vous. Comment optimiser la mise à jour du DOM? On ne sait pas trop, parce que la mise à jour du DOM, c'est Angular qui s'en charge. C'est quand même dangereux comme dépendance. Donc du coup, c'est une dépendance dangereuse. Par contre, derrière, vous avez aussi les équipes de Google, parce que du coup, Angular c'est un produit qui vient de Google. Et vous avez les équipes de Google qui travaillent sur l'optimisation d'Angular. Et là, pour le coup, ils sont vachement plus forts que moi. Mais il faut attendre qu'ils aient le temps d'implémenter tout ça. Donc c'est aussi un pari sur est-ce que j'ai besoin d'une forte optimisation à l'heure actuelle ou non. Clairement, pour partir du mobile, ils ne me le conseillaient pas dans un premier temps. Attendre un petit peu. Là encore, c'est un framework qui est extrêmement jeune. Donc du coup, ça ne coûte pas grand-chose de commencer à regarder, voir qu'est-ce que ça peut donner, de le suivre. Et puis dans 1 an, 2 ans, quand il sera beaucoup plus mature, de se dire, bon là, ok, j'ai vraiment un gros projet qui démarre. Angular me semble bien, ils ont fait de la perf, un petit coup de benchmarking pour voir ce que ça peut donner sur un cas concret. Et là, pourquoi pas. Mais clairement, oui, si vous avez vraiment des besoins de performance très poussés, faites attention à Angular et mesurez-le toujours. Mesurez-le parce qu'il y a un vrai risque là-dessus en effet. Plus de questions sur cette partie-là. Donc on passe dernière grosse partie, l'outillage et le build. Alors moi je viens du monde Java, ceux du monde .NET vont sans doute bien me comprendre. Moi j'ai besoin d'outils, j'ai besoin de systèmes de build. Je suis un développeur assisté, j'ai besoin d'un super IDE, j'ai besoin de plein de choses pour pouvoir développer de manière efficace. J'ai pris des habitudes. Et ça, c'est des choses qui n'existent pas trop dans le développement web. Un développement web, moi, je regarde autour de moi, la plupart du temps, s'ils sont sous Mac, ils sont sous Sublime Text, sinon ils sont sous Ultra Edit. Et puis, ils rafraîchissent leur navigateur en live, et puis c'est pas très efficace. Les systèmes de test, on ne connaît pas trop. L'intégration continue, j'en parle même pas. Donc voilà, mais donc du coup, ça change aussi parce qu'il y a de plus en plus de développeurs qui veulent faire des choses sympas. Et du coup, ça arrive. Alors, premier truc sympa, Bower. Là encore, ça vient de chez Twitter. Parce qu'ils font beaucoup de JavaScript chez Twitter, donc ils ont des super frameworks JavaScript. Ça va vous permettre de gérer vos dépendances. Donc là, c'est les dépendances entre fichiers.
Donc pour ceux qui font du Java, c'est un équivalent des gestionnaires de dépendance Maven ou d'Ivy. Pour ceux qui font du Ruby, c'est un peu comme Gem. Pour ceux qui font du .NET, c'est un peu comme Nugget, il me semble. En PHP, je crois pas qu'il y ait un équivalent. Hein? Composer. J'ai pas fait de PHP depuis PHP 4, alors ça date un peu. Donc voilà, généralement vous avez dans la plupart des langages, vous avez un truc qui vous permet de dire j'ai besoin de telle librairie, télécharge-moi là, et puis préviens-moi si jamais il y a une mise à jour, et si jamais cette librairie-là a besoin de ça, ça, ça et ça, tu me prends tout au passage parce que j'ai pas envie de m'embêter. En JavaScript, c'est Bower. Donc voilà. Ça a été lancé par Twitter. Pas d'inquiétude, c'est de l'open source comme la plupart des trucs de Twitter. C'est disponible sur GitHub. Et ça utilise Node.js pour tourner. Donc là, voilà, c'est vraiment si vous avez une stack JavaScript complète. Si après vous êtes dans un langage autre et que du coup vous ne voulez pas avoir un truc JavaScript donc un serveur Node pour gérer vos dépendances JavaScript, je sais qu'en Java, il y a des librairies qui sont en train de se mettre en place pour gérer les dépendances, notamment JavaScript dans Maven. Alors dans les autres langages, je ne sais pas du tout ce que ça donne, je ne sais pas du tout si c'est possible en Ruby, parce qu'ils font beaucoup de web en Ruby. Mais globalement, il y a des réflexions qui sont en train de se faire, en tout cas dans le monde Java, pour créer des vrais composants, en fait, dire, ok, quand j'ai besoin de jQuery, quand j'ai besoin de jQuery UI table, j'ai besoin de jQuery et de jQuery UI. Donc du coup, pour remplacer un peu un système de Bower dans l'environnement du langage directement, pour pas avoir à la fois un gestionnaire de dépendance en JavaScript et un gestionnaire de dépendance en Java. Mais donc, si vous avez une stack qui est entièrement en JavaScript, ou si vous n'avez pas de gestionnaire de dépendance, vous pouvez jeter un coup d'œil à Bower. Ça s'utilise en ligne de commande. Donc Bower, Search, Backbone, il va vous chercher toutes les librairies qui contiennent le mot Backbone. Bower installe Backbone, il vous l'installe. Et puis si Backbone a besoin de underscore, il me semble que c'est le cas, non du coup il va vous télécharger underscore. Et ça c'est sympa, avec la version qui va bien en fonction. Et si votre librairie elle n'est pas dans Bower, vous pouvez carrément lui donner un chemin Git. Alors c'est pas aussi magique que ça parce qu'il faut quand même que sur le repository Git, il y a un petit fichier qui lui dise ok, ma librairie elle s'appelle comme ça, elle dépend de ça, elle est dans telle version, etc. Mais c'est un fichier qui est extrêmement facile à faire. Et dans la plupart des cas, ceux qui maintiennent les frameworks, ils acceptent de mettre le fichier parce que ça leur coûte rien. Vous leur donnez le fichier, ils vous le mettent. Si c'est sur GitHub, vous faites un pull request et généralement ils l'acceptent assez vite. Et s'ils ne l'acceptent pas ou si jamais ils ne vous répondent pas, c'est peut-être une alerte que votre bibliothèque n'est pas très bien maintenue. Et puis si jamais vous voulez mettre à jour vos nouvelles versions de Backbone, Bower Update et puis il vous télécharge toutes les mises à jour. Et ça c'est cool. Un commentaire, Bower ça fonctionne aussi en local. Si vous avez différents projets et que vous utilisez des librairies que vous développez vous-même, vous pouvez aussi faire un appel sur vos projets. Ouais, donc évidemment oui, vous pouvez déployer vos propres librairies dans Bower. Il suffit là encore de lui donner le chemin où aller les chercher avec votre fichier de description. Évidemment vous gérez aussi vos librairies à vous dans Bower, comme dans tout système de dépendance. Vous gérez toutes vos librairies JavaScript sont gérées dans Bower. Donc si vous utilisez du Require, tous vos modules vont être versionnés dans Bower et du coup vous allez les télécharger avec les bonnes versions, etc. Grunt, deuxième outil sympa en JavaScript qui émerge, ça permet de gérer vos builds. Donc en Java, on a Ant, on a Maven, en .NET, je ne sais même pas ce qu'ils ont un Visual Studio. Qu'est-ce que vous avez? Il y avait des .NET. En gros, l'idée, c'est de pouvoir gérer toutes les étapes de build. Alors, une étape de build, c'est quoi? C'est compiler le code s'il y a du code à compiler. Si vous avez du less, par exemple, que je montrais au début, ça va être convertir vos fichiers less en fichiers CSS. Ça va être potentiellement optimiser vos ressources, les déplacer, les IP à la fin, et puis pourquoi pas les envoyer sur un serveur distant pour les mettre en ligne automatiquement. Donc, vous allez pouvoir gérer tout un système de build comme ça, toutes les étapes qui font que j'appuie sur un bouton, et à la fin, j'ai quelque chose qui est prêt à être déployé, soit en local sur mon serveur, soit en distance sur un autre serveur. Voilà, donc c'est vraiment toutes ces étapes-là. Donc là encore, c'est basé sur Node.js. C'est pour ça qu'au début, je disais que Node.js a apporté beaucoup de facilité dans le monde JavaScript. C'est que du coup, ça permet d'exécuter tous ces outils-là très facilement. Ça se lance là encore en ligne de commande, et c'est basé sur des systèmes de templates, donc ce qu'on appelle du scaffolding. Vous allez aussi pouvoir, grâce à ça, dire j'ai besoin de faire je veux faire un projet avec jQuery Backbone, ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, vous pouvez créer un template jQuery Mobile Backbone Require. Et là, il va vous télécharger il va vous créer votre arborescence, donc les répertoires qui vont bien. Il va vous prendre, grâce à Bower, les dépendances qui vont bien en Backbone, etc. Et il va vous faire la config, le lien entre les deux. Enfin, entre les trois, en l'occurrence. Et du coup, vous avez un projet qui est prêt à l'emploi. Vous n'avez plus qu'à coder votre code à vous. Ça, c'est pas mal. Et il gère tout un tas de plugins. Donc, du coup, vous pouvez minifier, concaténer, faire de l'analyse de code. J'en parlerai un peu après. Vous pouvez lancer des tests unitaires si vous avez des tests unitaires. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Vous allez vraiment gérer ce qu'on appelle vraiment un processus de build. Je ne sais pas s'il y a des questions sur cette partie-là.
Alors, les IDE, c'est un truc, moi, donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi je viens du monde Java, j'ai besoin d'IDE super complets, super puissants. Alors évidemment, le premier que j'ai utilisé, celui que j'utilise aussi en Java, c'est IntelliJ. Donc à l'origine, c'est un IDE Java qui permet de gérer plein de langages. Et notamment, c'est vraiment un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, pour gérer du JavaScript et du CSS. Il a une déclinaison qui fait que du web, qui s'appelle WebStorm. Il a une déclinaison PHP, une déclinaison Ruby, une déclinaison .NET, mais je ne sais pas si elle est très utilisée, puisqu'il y a Visual Studio qui marche quand même assez bien pour le coup. Il vous permet d'avoir de la coloration syntaxique, de refactorer, de l'autocomplétion, de l'analyse à chaud de votre code. Par contre, il est payant. C'est le gros inconvénient, c'est qu'il est payant. Alors, du coup, une petite démo. Alors, j'ai pas d'action. Hein. Quoi qu'en ce moment, il y a 50% sur les licences. Alors, si vous êtes committeur sur un projet open source, ou en effet, la version Ultimate est gratuite. Alors, sur WebStorm, je ne sais pas si ça marche. Sur IntelliJ, je sais que ça marche, mais sur WebStorm, je ne sais pas. Mais je pense que voilà, globalement, vous avez des moyens d'avoir des licences pas trop chères. Après, c'est pas non plus des montants astronomiques. Hein. La licence de base d'IntelliJ, elle est à une centaine d'euros pour le 1. Elle est à non, enfin moi je l'ai payé 120 ou 130 euros, je crois. Non, non, sur WebStorm peut-être. Bon, après, je peux montrer les prix si vous voulez tout à l'heure, mais globalement, les licences entreprises sont un peu chères, elles sont à 400 et quelques, mais les licences perso sont relativement peu chères en fait. Pour le gain que vous allez avoir si vous faites vraiment beaucoup de développement. Alors si vous faites 2-3 petits bidouilles JavaScript de temps en temps, ça vaut pas le coup, ça c'est sûr. Par contre, si vous en faites beaucoup, vous avez des gros projets surtout, là vous allez avoir un vrai gain. Donc un petit exemple de ce que ça donne. Donc là j'ai mon fichier JavaScript. Je vais rallumer parce que sinon on va plus me voir. Donc là, vous avez la coloration syntaxique, quand même assez sympa. Vous allez avoir l'autocomplétion. Donc voilà, là, il me propose les différents objets. Il reconnaît certaines choses. Donc si jamais je lui mets du $, $toto, là, il va reconnaître que j'ai du jQuery. Donc il va me proposer des choses jQuery. Normalement, si je commence à taper CSS, là, il va me proposer normalement du jQuery. Ah non, là, j'ai pas de jQuery sur ce... Là, ouais, mais en fait, donc là, le gros point faible pour l'instant, c'est require. Il a beaucoup de mal avec require. Donc du coup, là, il ne voit pas que j'ai une dépendance vers jQuery, en fait. Et qu'en fait, quand vous avez une dépendance vers jQuery, il va vous proposer automatiquement... Ah si, d'ailleurs, ils sont là, ouais, j'avais pas vu. Donc là, vous allez avoir certaines méthodes jQuery qui vont ressortir, des choses comme ça. Donc il va analyser votre projet, il va voir les dépendances que vous avez, et il va vous proposer les méthodes qui vont bien. Donc ça, c'est assez sympa. Et donc là, par exemple, là, il me prévient, attention, j'ai pas terminé une ligne. Donc je clique dessus, il me dit, ah, j'ai oublié un point virgule, c'est pas bien. Si vous ne mettez pas vos points virgules, vous exposez à des bugs cachés encore en JavaScript, c'est une particularité du langage. Donc du coup, il va vous prévenir sur plein de choses comme ça. Donc c'est assez sympa. Et le truc qui est vraiment ultime, c'est le refactoring. Donc là, on va dire, là, tout ça, c'est cool. Mais là, j'ai pas envie que ça soit ici, j'ai envie d'en faire une méthode. Donc là, vous faites le raccourci clavier qui tue. Non, voilà, c'est ça. Il vous demande ce que vous voulez faire de votre méthode. Donc là, je vais en faire une méthode globale. Il me demande le nom. OK. Et là, du coup, il m'a remplacé mon code par une méthode. Évidemment, c'est un IDE moderne, donc du coup, si je clique dessus, il m'envoie automatiquement le code. Et là, il m'a extrait tout mon code en fait dans une méthode globale qui est sortie de mon. Il a détecté que j'avais un module, il l'a sorti du module. Voilà. Au niveau de l'indexation des fichiers, c'est pas trop long. En fait, alors ce qui se passe, c'est qu'en fait, il indexe tout votre projet au démarrage. Et après, il indexe ça. En fait, vous sauvegardez jamais. Dès que vous faites une modification, il indexe automatiquement. Non, voilà, exactement. C'est pas du tout comme Eclipse. En fait, il est un poil plus long à démarrer. Par contre, une fois qu'il a démarré, c'est une rapidité fulgurante. Les recherches sont d'une rapidité démentielle. Enfin, c'est vraiment rien à voir avec l'Eclipse. Moi, je peux plus utiliser Eclipse. Donc voilà, donc ça vous permet vraiment d'avoir des outils très très puissants pour développer. Alors ça, c'est sympa, mais du coup, c'est payant. Donc des alternatives gratuites. Aptana, qui est basé sur Eclipse, donc du coup, qui hérite de la loader Eclipse. Moi, personnellement, je l'ai utilisé 5 minutes avant de le jeter. Mais clairement, si vous êtes habitué à Eclipse, vous allez très vite retrouver vos marques. Donc pourquoi pas, après les outils, c'est aussi une question de feeling qu'on a avec l'outil. Chacun a ses outils, chacun a ses habitudes. Moi, je suis pas là pour vous vendre un outil plus qu'un autre. Clairement, voilà, si vous avez l'habitude d'Eclipse, Aptana, vous allez retrouver vos marques très très vite. Par contre, le petit nouveau qui monte, c'est Bracket. Ça, c'est un projet qui est poussé par Adobe, qui est assez génial. Alors, ils sont en mode agilité, ils sortent une nouvelle version toutes les 2 semaines. Donc, eux, ils publient vraiment leur sprint pour le coup. Et du coup, vous allez avoir un petit éditeur qui est assez sympa avec de la coloration syntaxique. Alors l'autocomplétion ne marche pas tout le temps, il y a encore des petits bugs parce que c'est encore relativement jeune. Il est quand même beaucoup moins puissant que WebStorm ou IntelliJ, mais pour éditer du fichier, c'est déjà vraiment pas mal. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que tout est fait en web. Donc ça, en fait, c'est un navigateur, et du coup, tout est fait en web.
Donc ils ont tout codé en HTML, CSS, JavaScript. Et maintenant, ce qu'ils ont rajouté la dernière itération, c'est en plus il fait de l'analyse syntaxique à chaud. Et du coup, vous voyez toutes les erreurs. Donc là, j'ai plein d'erreurs dans mon fichier. Et il vous dit tous les trucs qu'il faut pas faire. Donc là, il a lancé JSLint dessus. Donc du coup, là, petit à petit, ils sont en train de rattraper justement les gros éditeurs avec ce genre de trucs. Et ils vont extrêmement vite. Donc si vous n'avez pas envie de débourser les licences, s'il y en a un que vous devez regarder, c'est vraiment Bracket. C'est vraiment celui qui monte le plus vite. Puis après, si vous aimez les trucs old school, vous avez Notepad++, Sublime Text, ça marche aussi très bien. Moi, je connais des dizaines de personnes qui utilisent ça pour développer au quotidien. Ça marche. Ou Vim, voilà. Enfin, l'important, c'est d'utiliser l'outil qui vous correspond et avec lequel vous arrivez à développer le plus efficace. Moi, clairement, c'est IntelliJ. D'autres personnes, ça va être Aptana. D'autres personnes, ça va être Notepad++ ou Sublime Text. Utilisez l'outil qui vous va bien. Et après, n'hésitez pas aussi à aller voir d'autres, parce que clairement, le côté refactoring, le côté analyse à chaud, c'est quand même des bonus qui sont quand même assez sympas. Est-ce que certains outils vous permettent pas d'aller un peu plus loin? Et ça, c'est bien. Et après, vous avez l'étape d'après qui est carrément d'aller dans le cloud. Et là, vous avez des sites web qui vous offrent des éditeurs quand même assez poussés avec de la complétion, de la coloration syntaxique. Généralement, c'est gratuit et c'est en ligne. Donc, il y a Scripted qui est poussé par VMware et l'équipe Spring. Et il y a Cloud9 qui est poussé par la fondation Eclipse, il me semble. Qui sont assez sympas à utiliser. Par contre, du coup, vous êtes dans un navigateur. Donc des fois, c'est pas forcément super réactif. Vous avez des fois des trucs un peu bizarres. Ça marche quand même un peu moins bien. Mais si vous avez besoin d'un truc de dépannage, vous pouvez aller voir ces deux trucs-là. C'est assez sympa. Et du coup, vous poussez votre code dans GitHub généralement. Et du coup, vous stockez tout votre code. Tout est dans le cloud en fait. Et du coup, vous pouvez développer sans disque dur, sans PC, juste un navigateur Internet. Je sais pas s'il y a des questions sur les IDE. Ouais. Cloud9, il me semble qu'ils l'ont donné à la fondation. C'est porté par la fondation Eclipse, il me semble. Ah, c'est Orion chez Eclipse. Je confonds les deux alors, tant pour moi. Ouais, j'ai un scripté des Cloud9 où on peut les télécharger en local si vous voulez un éditeur local plutôt qu'en ligne. Ouais. Oui, on peut peut-être aussi rajouter NetBeans qui, sur la dernière version, a fait un très bon effort sur HTML5 JavaScript. On n'est pas encore au niveau d'utiliser WebStorm, mais franchement, ça marche. D'accord. Vraiment bien. Alors en effet, moi j'ai aussi vu du coup Visual Studio il est moins bon qu'IntelliJ en effet, mais il est quand même relativement bon. Et en effet, NetBeans, c'est vrai que j'avais vu des exemples et ils ont fait vraiment un gros effort là-dessus. Donc généralement, déjà vérifier que l'éditeur que vous utilisez au quotidien ne fait pas déjà ça. Des fois, il le fait et on ne fait pas gaffe parce qu'on n'a pas activé la bonne option, ne pas télécharger le bon plugin, clairement. Ah ça après, je ne peux pas juger, moi j'utilise IntelliJ. Donc là, l'idée, c'est pas de troller, encore une fois, c'est de montrer différents outils pour différentes utilisations. On trollera après lors du pot, parce que là, du coup, il faut terminer. Le debug. Alors, le debug, c'est un truc assez sympa. Vous avez les Chrome DevTools pour débugger. Moi, c'est celui que j'utilise le plus. Ils ont fait des avancées monumentales dans les outils de debugging sur Chrome. Clairement, si vous devez débugger un site web à l'heure actuelle, Chrome DevTools, c'est vraiment ce qui va vous donner les meilleurs outils à l'heure actuelle. Opera Dragonfly était pendant longtemps un des meilleurs, voire le meilleur. Ils se sont mis un peu derrière. Et Firefox Firebug, finalement, c'est le plus utilisé. Mais moi, tous ceux à qui j'ai montré Chrome DevTools, en fait, sont immédiatement passés sur Chrome DevTools parce que finalement, Firebug, il y a des grosses lacunes. L'ergonomie est franchement pas top. Moi, je sais que j'ai jamais trop aimé celui-là parce que d'abord, j'ai été habitué à Dragonfly avant. Et clairement, si vous devez regarder un débugger à l'heure actuelle, c'est les Chrome DevTools. Inspection CSS, donc pour ça, vous avez des outils d'inspection CSS pour aller voir le code. Alors, je vais vous faire une démo, c'est plus parlant. Remarque. Hop, voilà. Donc là, c'est des trucs classiques. Du coup, vous pouvez modifier, donc vous pouvez sélectionner vos éléments, ça tout le monde connaît, voilà, vous pouvez voir ce qui se passe. Vous pouvez modifier votre CSS à chaud, vous pouvez désactiver des choses. Vous pouvez voir ce qui se passe sur le réseau. Donc là, quand je disais de faire du benchmarking sur savoir ce qui se passe sur votre site, bah là, je vois que j'ai fait 84 requêtes, 185 kilos téléchargés, ça m'a pris 4 secondes. Donc c'est pas bien, voilà. Donc, il faut clairement optimiser le site de SOAT, je le sais, ça fait pas mal de temps qu'on doit travailler là-dessus. Donc voilà, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez voir, alors c'est extrêmement puissant parce que vous pouvez voir, je sais plus c'est où, vous pouvez voir les requêtes qui passent, vous pouvez voir le temps tous les temps en fait, notamment le temps de résolution DNS, le temps, si vous instrumentez votre serveur, vous pouvez même voir le temps que ça a pris sur le serveur, enfin vous pouvez brancher tout un tas de trucs. C'est assez magique quand vous l'utilisez vraiment à fond. Vous avez des systèmes de profiling, vous pouvez voir le nombre de frames par seconde de votre site. C'est vachement important quand vous faites des animations, quand vous avez du scrolling.
Ça vous permet de savoir si votre site est vraiment fluide ou pas en impression. Donc il y a la barre fatidique des 60 images par seconde. Si vous passez en dessous des 60 images par seconde, votre site n'a pas une impression de fluidité pour l'utilisateur. Ça, c'est le grand combat de Google en ce moment. Et du coup, vous allez avoir des outils pour le mesurer. Donc là, c'est les deux barres qui sont là. Vous allez pouvoir auditer. Et il faut être sous cette barre-là, en fait, quand vous allez mesurer les actions de l'utilisateur. Donc il y a plein de trucs comme ça. Vous allez voir les fuites mémoire. Vous allez voir tout un tas de choses. Vraiment, maintenant, vous avez des outils extrêmement puissants pour vraiment savoir exactement ce qui se passe dans votre site, quand, comment, pourquoi. Dans Chrome, il vous expose tout ce que fait le navigateur. Vous avez des options à droite à gauche. Vous pouvez savoir exactement ce qu'il fait dans le navigateur, savoir quelle fonction a été appelée, quand est-ce qu'il utilise la carte graphique, quand est-ce qu'il ne le fait pas, quand vous faites du Canva, du WebGL. Enfin, c'est assez démentiel. Il y a plein de vidéos dessus sur le site de Chrome qui vous expliquent tout ça très bien. Je ne vais pas m'attarder dessus. Mais clairement, si vous utilisez encore Firebug, je vous encourage à aller voir Chrome DevTools pour comparer les deux et voir si jamais vous n'avez pas un gros gain sur vos process. Vous pouvez mettre des points d'arrêt, voilà, vous pouvez faire des choses. Vous avez une console d'exécution, vous avez de l'analyse réseau, profil auditing. Quelques sites utiles. Donc, tout à l'heure, on en parlait. Donc, j'avais cité les sites. Alors, un site que moi j'aime bien, c'est JS Console. Ça vous permet d'avoir une console distante sur votre site, en fait. Du coup, c'est pratique notamment sur certains téléphones qui n'ont pas de console JavaScript facile à activer. Moi, ça me sert beaucoup sur mobile. JSPR, si vous voulez faire du benchmarking. Donc là, vous allez déclarer votre code. Donc, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Vous allez dire, bah voilà, j'ai besoin de toutes ces librairies-là. Et après, je vais avoir différents subsets. Donc là, je compare les moteurs de templating. C'est mon benchmark de templating. Bah, du coup, vous comparez différents moteurs. Et après, vous allez lancer ça, il va exécuter tous les tests et il va vous dire lequel est le plus rapide. Et à la fin, il vous sort un graphe. Donc là, on voit que, par exemple, Moustache est ici. Voilà. Et que .js est ici. Donc, du coup, si j'ai besoin de performance, il n'y a pas photo entre la grande barre et la toute petite. Voilà. Donc, ça vous permet d'avoir ce genre de rendu. C'est là où vous allez pouvoir faire du benchmarking sur vos sites.